Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, vous le voyez, on a un invité, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du PQ. Donc, une entrevue vraiment attendue depuis longtemps. Monsieur Plamondon, bienvenue au podcast. Quand on dit une entrevue attendue depuis longtemps, c'est une demande qui a été faite à la fin 2023 de votre côté. Et cette demande-là avait été laissée un peu en suspens. Et cette année, en fin 2024, votre équipier nous a contactés pour dire que maintenant, il y avait un intérêt à venir au podcast de Yann et Frank. Qu'est-ce qui se passe dans cette année 2024-là pour que votre perspective par rapport au podcasting change un peu de votre côté? C'est peut-être le 10e podcast que je fais depuis 1 an et demi. OK. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de se rendre disponible dans des plateformes qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres. Parce que le phénomène podcast, il a un avantage, c'est qu'il laisse beaucoup de temps pour discuter et aller au fond des choses. Mais évidemment, c'est des bulles, c'est-à-dire qu'un podcast n'a rien à voir en termes de personnes d'écoute avec un autre podcast. Donc, on essaie d'équilibrer nos choses dans le contexte où la joute parlementaire, c'est-à-dire poser des questions est en point de presse le matin, et les entrevues avec les médias traditionnels prennent énormément de place quand tu es seulement 4 députés. Donc, notre capacité à livrer pour la demande, c'est une situation qui n'est jamais vue. Là. D'habitude, quand tu prends de la place dans l'opposition, tu as 30 députés, tu as une machine d'employés qui sont au soutien. En ce moment, on roule avec une équipe miniature. C'est un des gros défis, là, c'est-à-dire comment on se rend disponible puis on va partout où on est requis. Puis en même temps, il faut être en forme, il faut se donner un rythme de travail qui est vivable. Moi, j'ai 3 enfants en bas âge. La vie continue. Là. Donc, je pense que mon équipe, à l'origine, vous avez répondu, ça va peut-être venir, mais on répond ça à plusieurs podcasts. Mais j'essaie d'en faire, je vais en faire un autre la semaine prochaine. J'essaie d'en faire puis de donner une plateforme à tout le monde. J'essaie aussi de répartir entre la gauche, la droite, des milieux plus hostiles à l'indépendance, des milieux plus favorables à l'indépendance. Là. On essaie de l'équilibrer le mieux possible. Est-ce que lorsque vous avez suivi probablement comme tout le monde la campagne américaine, donc on a vu une stratégie médiatique qui était très différente là, entre l'équipe démocrate et l'équipe républicaine de Trump. Trump, je pense, il a fait au-dessus de 50 podcasts de 1 heure et demie, des fois aller jusqu'à 2 heures, même de presque 3 heures dans le cas de Joe Rogan. Et de l'autre côté, Kamala Harris, elle en a fait, là, je pense, 2 ou 3 des podcasts, mais c'était essentiellement tourné vers des entrevues à MSNBC, CNN, des médias plus traditionnels. Avec le résultat qu'on connaît, c'est sûr c'est difficile de savoir si ça a joué un rôle définitivement, mais est-ce que quand vous voyez ça, ça change un peu la manière dont vous voyez les podcasts? Parce qu'on l'a vu, là, on a couvert la soirée électorale, nous, puis on voyait les plus grosses chaînes YouTube, c'était toutes des podcasters, là, très loin devant des médias traditionnels, même qui eux diffusaient sur Internet. Donc, est-ce que ça change un peu votre vision? Oui, parce qu'on ne peut pas négliger ces changements-là. Là où je me situe, c'est que les médias traditionnels ont perdu en termes de confiance de la population. Je ne suis pas de l'école à la Pierre Poilievre ou ce que les républicains ont fait, c'est-à-dire carrément suggérer l'abolition de certains médias. Par contre, je ne me gêne jamais quand les médias traditionnels propagent une information qui est fausse. J'ai modifié un peu le style du politicien traditionnel là, en intervenant et en corrigeant les faits, peu importe c'est quel média, c'est pas un média plus que l'autre. Puis en parallèle de ça, il y a toutes sortes de podcasts qui offrent une autre perspective. Même chose sur les médias sociaux, mais c'est très inégal en termes de degré de confiance que tu peux accorder. Donc, ce qu'on essaie de faire devant ces changements-là, c'est continuer à demander de l'information exacte, tant du côté des médias traditionnels que des médias émergents.
Et tant que ça s'est rempli, que les médias soient en désaccord avec nous, que les médias émergents soient en désaccord avec nous, on y va pareil. Simplement, on exige que ce soit pas, qu'il n'y ait pas de fausseté à la base de la discussion, que les faits soient vérifiés. Puis à chaque fois qu'on constate ça, ben là, on participe à tous les niveaux. Donc, ce n'est pas exactement l'approche ni des démocrates ni des républicains qui se sont plus campés. Nous autres, on va faire les deux. Notre seule exigence, c'est que ça soit rigoureux sur le plan des faits qui sont mentionnés. Ben, je trouve ça intéressant parce que c'était quand même l'origine de la première invitation qu'on avait faite de notre côté. On se remet un peu à l'époque, là, quand j'ai eu l'intérêt de contacter votre équipe, c'était dans le contexte des épiceries. Vous aviez fait des déclarations comme de quoi que les profits des épiciers avaient engendré en grosse partie l'inflation qu'on voyait au niveau alimentaire. Alors que quand on fouillait un peu dans les chiffres des états financiers de ces entreprises-là, on voyait que la marge de profit était de l'ordre de 3,5 à 4 % environ et que l'inflation alimentaire était de 11 à 12 %. Fait que c'était une des questions que j'avais le goût de vous poser à l'époque. Je profite un peu de votre présence pour vous la reposer à ce moment-là. Mais quand on parle de désinformation, justement, moi, ça rentrait dans ma catégorie de mon côté de voir qu'un chef politique avançait que les épiciers étaient la cause de l'inflation alors qu'il y avait une impression d'argent qui était importante, alors qu'il y avait des chaînes d'approvisionnement qui étaient brisées aussi. Qu'est-ce que vous aviez en tête quand vous cibliez les épiciers à ce moment-là? Ben, deux choses. Quand on parle de désinformation, c'est que tu as un fait qui est objectif et indéniable, puis qui est véhiculé tout croche ou transformé. C'est pas la même chose qu'un désaccord sur le plan de la lecture des faits. Ce qui est un fait dans le cas des épiciers, c'est que dans plusieurs domaines de l'alimentation, il y a des cartels, il y a de la fixation des prix. Et un principe fondamental en économie, c'est que tu as besoin de concurrence si tu veux que les prix soient le plus bas possible. C'est là que vous aviez proposé le bureau de la concurrence, par exemple. Ben oui, mais j'ai la même approche pour le pétrole, la téléphonie, l'alimentation. Quand tu vois que les prix sont très élevés, la première chose à vérifier, c'est est-ce qu'il y a de la concurrence ou est-ce qu'il y a un cartel qui fixe des prix? Et ce n'est pas à prouver. Le pain, la viande, ainsi que le nombre de joueurs petits qui peuvent survivre dans cet environnement-là, c'est tous des symptômes d'une absence de concurrence. C'est peut-être pas le secteur où c'est le plus grossier, là. Les pétrolières, c'est de la fixation de prix grossière depuis des décennies, reconnues coupables au bureau de la concurrence qui malheureusement n'a pas de dents. Mais le consommateur se fait voler à la pompe par des multinationales qui font des profits astronomiques parce qu'ils ne sont pas en concurrence. Mais la position du Parti québécois sur l'alimentation, c'est qu'il y a des symptômes et il y a des preuves indéniables, comme pour le pain et la viande, de fixation des prix. Donc, nous, on prône plus de concurrence dans tous les domaines. Et malheureusement, c'est de compétence fédérale, puis le bureau de la concurrence dort au gaz, là, c'est le cas de le dire depuis des années. Ce qui fait que l'économie canadienne, c'est une économie qui est peu innovante, où est-ce qu'il y a peu de concurrence, et on est très, très dépendant des ressources naturelles qu'on exporte souvent sans créer de valeur ajoutée. Nous, au Parti québécois, on est critique de ça. Et c'est l'orientation qu'on va prendre. On va prendre les pouvoirs qu'on a au Québec et dès le début du mandat, voir ce qu'on peut faire pour augmenter la concurrence et donc faire baisser les prix au profit du consommateur. Mais vous comprenez un peu le point quand même que si l'Obla, par exemple, déclare 4 % de profit par année, même si on abolissait leur profit complètement, le 11 % d'inflation venait d'ailleurs, évidemment. Là. C'est pas une question d'abolir des profits. Non, je comprends. Mais simplement le point, c'est d'illustrer que ça ne pouvait pas être les profits qui généraient le 11 % de hausse des prix alimentaires à ce moment-là, je pense. On n'est pas d'accord. La preuve de fixation des prix dans plusieurs domaines dans les épiceries, elle est là. Donc, peut-être que ça donnerait 3 % de profit. Mais nous, on ne tolérera jamais la fixation de prix au détriment du consommateur. C'est vraiment le cancer qui ronge les économies. Quand la grande entreprise n'a plus de concurrence, puis s'entend sur le prix qu'elle fixe, c'est comme les monopoles. Là. Ça génère des enjeux à ce moment-là. Le seul technique, c'est la réglementation. Puis encore là, la réglementation ne peut pas tout couvrir. Fait que tu es toujours mieux d'être dans un environnement concurrentiel. Là, évidemment, vous me donnez des chiffres sur l'inflation. Là,
Je ne suis pas arrivé avec des chiffres On n'est plus là, spécifiques. ça Non, s'est calmé, évidemment. Je pense pas que l'objectif était de faire Mais ce que je vous dis sur la fixation de prix, là, c'est réel, puis ça a été prouvé. Mais je comprends votre point. Par contre, j'ai l'impression que ça a été perçu par beaucoup de gens. Je pense entre autres, puis là, je ne vise pas vous parce que j'ai plus en tête ce que, par exemple, Jack Metzing disait à Ottawa sur. Lui, il avait même le slogan, là, la greedflation. Là. Il y avait quelque chose d'un peu. Ça semblait être une espèce de manœuvre pour nous. Comment je dirais ça? Qu'on ne regarde pas le phénomène de l'inflation pour ce qu'il est, parce qu'on se disait tous, quand on regardait ça, on se disait, ouais, mais comment ça que les entreprises ont attendu que le gouvernement confine l'économie, qui imprime des milliards et des milliards, qu'on génère de la dette, pour finalement se mettre à être avare d'avoir plus de profit. Il y avait quelque chose là-dedans qui était, je veux dire, le phénomène que... Non, mais le phénomène que vous notez sur la fixation des prix ou même le cartel du pain, il y a eu plusieurs articles de ça, c'est des choses qu'on voyait en 2010, en 2007 aussi, et à une époque où il n'y avait pas d'inflation, ou presque pas, là, dans la fourchette du 2 à 4 %. Oui, mais évidemment, on en parle plus quand le consommateur est complètement pris à la gorge. Évidemment, mais ça ne rend pas le phénomène plus acceptable. Et c'est quelque chose qui s'est aggravé au Canada au cours des dernières décennies. Là, on pourrait parler de la téléphonie, mais quand on regarde les prix, puis on les compare à d'autres économies, le Canada est un environnement très peu concurrentiel. Et c'est problématique parce que non seulement ça joue sur les prix, ça joue sur l'innovation. Une entreprise qui est confortable parce qu'elle sait que l'autre entreprise ne lui fait pas vraiment une concurrence, là, puis que tout le monde engrange des profits à la tonne, ça crée de la stagnation. C'est au détriment du consommateur, mais aussi au détriment de l'innovation. Puis si vous remarquez, la position était la même pour le Parti québécois en 2018. Donc, quand on est sorti sur les épiceries, évidemment, on a aussi proposé des mesures d'aide là, parce que les gens avaient de la misère à faire leur épicerie. Mais on a repris nos propositions de 2018. On a toujours dit, avant l'inflation dont vous parlez, qu'il y avait des problèmes de concurrence dans ces secteurs-là et qu'on voulait régler ça. Donc, ce n'était pas non plus une nouvelle sortie là, pour le Parti québécois. Excellent. Au niveau, est-ce qu'il y avait une opportunité à cette époque-là, justement, quand on a vécu cette période inflationniste-là, qui était provoquée... Tout le monde avait un peu ses torts là-dedans. Évidemment, le gouvernement du Québec avait dépensé quand même beaucoup, sauf que je pense que l'éléphant dans la pièce était évident. C'était le fédéral qui avait exagéré énormément en termes de dépenses publiques et la Banque centrale qui avait imprimé une tonne d'argent à ce moment-là pour contrebalancer. Est-ce qu'il y avait une opportunité pour un indépendantiste à ce moment-là de dire, écoutez, là, je pense que au niveau de la Banque centrale, au niveau de la façon de gérer le budget fédéral, on a trop dépensé? Je l'ai fait. C'était quoi votre approche à cette époque-là par rapport à l'inflation, justement? Bien, moi, je me plaignais que ce que la Banque centrale, la Banque du Canada faisait, nuisait aux mesures d'emploi et de relance de l'économie que prônait François Legault. Donc, je suis sorti là-dessus. Je suis sorti également sur les politiques de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt parce que la Banque du Canada a dit explicitement aux gens, achetez-en des maisons puis dépensez, on ne montera pas le taux d'intérêt. Puis une fois que des gens dont le budget n'est pas si lousse que ça se sont commis dans des hypothèques avec des prix quand même extraordinairement élevés, là, ils se sont mis de manière très saccadée à monter les taux. Donc, tant sur la politique en pandémie d'imprimer des chèques de sorte qu'il n'y avait pas d'incitatif, par exemple, pour des jeunes. On voulait que les jeunes retournent sur le marché du travail en pénurie de main-d'œuvre. Il n'y avait pas d'intérêt à le faire. La PCU continue de se faire imprimer. Donc, je suis intervenu à chacune des fois, puis vous remarquerez que quand je critique la Banque du Canada, le commentariat est très sévère envers mes sorties, parce que c'est comme si, vu que ça venait d'une institution prestigieuse, le politique ne devrait pas critiquer la Banque du Canada. Mais moi, je pense que il y a une dimension politique, au sens, là, pas des politiques publiques, mais de la politique, dans le travail de la Banque du Canada qui doit considérer la position des citoyens, la position du consommateur, puis le politicien a un rôle de donner une voix à ça. Ce que la Banque du Canada conçoit elle-même sur son site Internet, elle affirme qu'elle a l'obligation de considérer les citoyens, les politiciens, et de consulter tout le monde. Donc oui, je suis sorti, puis à chaque fois que je suis sorti sur ces sujets-là, évidemment, à l'époque, il y avait plus de mépris envers le Parti québécois parce qu'on était bas dans les sondages. Donc, si vous retournez en 2020-2021, souvent mes sorties étaient accueillies avec des fois un ton pas toujours élogieux. Là, c'est moins le cas, mais quand même,
les sorties sur ces sujets-là ont toujours été accueillies avec des commentaires pas toujours Vous en parlez dans positifs. dans votre petit bouquin que j'ai lu, là, Rebâtir le camp du oui. Vous le dites dedans, il y a une partie là, ce que vous parlez sur les leçons de la pandémie. Vous dites explicitement là, un peu ce que vous venez de dire, que justement, alors qu'on essayait de relancer l'économie, le fédéral avait maintenu des mesures qui finalement nous condamnaient à la stagnation, dans le sens que Ah, puis c'était mal géré. partout où on allait dans les commerces, c'était écrit recherche employés, puis il y avait des gens qui avaient de la PCU. Chez eux. Là. Même chose C'est... pour les programmes dont on a beaucoup parlé ici, Ben là, oui, mais l'aide aux entreprises où le fédéral payait 75 de la masse salariale qui a perduré beaucoup trop longtemps. Là. Ben oui, puis c'est une de mes raisons d'être indépendantiste. Les raisons classiques, c'est que les chances pour le français et la culture québécoise d'être pérenne dans cet environnement-là est faible, surtout si on regarde le sort des francophones dans les autres provinces canadiennes. Mais une des raisons sur lesquelles j'insiste le plus, c'est que les exemples où on se donne une politique ou des objectifs, mais que le gouvernement de trop qui gaspille, c'est-à-dire celui à Ottawa, les exemples où ce gouvernement-là sabote puis fait l'inverse de ce qu'on essaie de faire, puis ensuite ça coûte une fortune en gaspillage, le nombre d'exemples comme celui ou ceux que vous venez de mentionner, c'est tout le temps, c'est constant. Donc, tu sais, une des bases de l'indépendance du Québec, c'est que tu élimines un palier de gouvernement qui dédouble ce que tu fais déjà, de manière à ce que tes politiques soient plus cohérentes, puis de manière à ce qu'il y ait moins de gaspillage. Et je pense que c'est un des arguments qui va convaincre le plus au cours des prochaines années, parce que c'est criant. Il y a tellement d'exemples que je pense que les gens s'en rendent compte. Présentement, au niveau des maisons, évidemment, je parlais à des clients récemment qui ont vendu leur maison. Ils me disaient encore qu'on est dans un mode où est-ce que il y a de la surenchère. Ils ont mis la maison à vendre à peu près à 500 000 $. Ils ont eu 65 000 de plus pour la vente de la maison. Il y avait eu quelque chose comme 12 offres, je pense. On vit ça présentement. Fait qu'évidemment, quand on est le vendeur, c'est intéressant. Par contre, quand on est l'acheteur, on se rend compte que c'est extrêmement difficile. Vous avez proposé des trucs du genre, par exemple, de baisser un peu le taux d'intérêt des gens, une forme de subvention pour le premier acheteur, d'une certaine façon, pour les jeunes. Est-ce que c'est pas une mesure qui créerait justement ce problème-là? Parce que dans le fond, présentement, le débalancement qu'on a est au niveau de l'offre et la demande, principalement au niveau de l'offre. Certains vont dire que l'immigration a un rôle à jouer là-dedans, c'est évident, mais il y a aussi des red tape à n'en plus finir dans les municipalités du Québec pour permettre la construction. L'octroi de permis est extrêmement laborieux dans plusieurs centres urbains comme Montréal, par exemple. Ouais. Qu'est-ce que le fait de baisser les taux d'intérêt, ce qui va stimuler la demande d'une certaine façon, va aider au prix des maisons? J'arrive pas à le comprendre, celui-là. C'est une bonne question. Ben, mettons-nous d'accord, là, donc c'est multifactoriel. Moi, je pense que c'est un problème de demande avant d'offre. Donc, si on prend l'année 2023, on a accueilli sur le sol québécois 230 000 nouvelles personnes. On a bâti à peu près 30 000 logements. Nous, on est pour toutes sortes de mesures d'allègement, des stratégies aussi pour récupérer des bâtiments gouvernementaux ou des bâtiments qui pourraient servir de logement. Mais tu sais, on ne se fait pas d'illusions. Sur une année comme 2023, même si tu performes là, puis tu réformes ton offre, elle peut peut-être se rendre à 45 000, c'est-à-dire une augmentation de 50 %, ce qui serait vraiment toute une performance. Mais si tu accueilles 230 000 personnes, ton débalancement d'offres et de demande, il est toujours là. Donc, c'est d'abord une question de demande. C'est aussi l'échec de l'offre. Mais en baissant les taux d'intérêt, on va stimuler la demande d'une certaine façon. Bon, c'est ça. Donc, pour ce qui est de ce qu'on avait proposé à cette époque-là, je pense que ce sera plus nécessaire parce que les taux se sont replacés. On s'est inspiré de ce que d'autres gouvernements avant, donc là, je ne veux pas me mélanger, mais Parizeau et Bourassa l'avaient fait. On a regardé également des programmes similaires aux États-Unis et en Europe. Puis essentiellement, c'est des mesures temporaires quand les taux d'intérêt rendent absolument inaccessible l'accès au logement pour une génération précise. Là. Donc, nous autres, ce qu'on visait, c'était les jeunes, parce que quand tu as une combinaison de facteurs, donc les prix sont plus abordables, on n'est pas capable de rattraper la demande avec l'offre, et là, les taux d'intérêt explosent. Si tu gardes cette situation-là pendant plusieurs années, c'est une injustice intergénérationnelle épouvantable qui se crée parce que tu as la génération retraitée qui, elle, fait des centaines de milliers de dollars sur sa propriété qui a pris de la valeur. Mais pendant ce temps-là, tu as toute une génération qui se démène, puis qui travaille, puis qui ne peut même pas penser accéder à la propriété. Donc, nous, on se disait, le temps que ça se place,
on a étudié les fois où les gouvernements ont intervenu de manière temporaire juste pour s'assurer que ce ne soit pas trop inéquitable entre les générations, donner une chance d'entrer sur le marché pour la génération qui arrive. Puis on avait constaté que ça n'avait pas beaucoup d'impact sur la demande, le facteur principal étant le nombre de nouvelles personnes sur le territoire. Donc, on l'avait regardé, puis on avait regardé ce qui se faisait. Là, je peux vous envoyer après l'entrevue les détails de ça, mais il y avait un programme en cours aux États-Unis qui faisait exactement ça. Et il n'y avait pas de tant d'impact négatif, mais c'est sûr qu'on va reparler en 2026. On va s'adapter évidemment parce que là, les taux d'intérêt ont plus de bon sens. Mais nous, on n'accepte pas que les jeunes qui travaillent ne puissent pas accéder à la propriété. C'est un bris du contrat social. Pour nous, il y a un certain nombre de principes duquel, si on veut une paix sociale et on veut que ce soit juste pour tout le monde, il ne faut pas déroger. L'accès à la propriété pour toutes les générations, l'accès au logement en général, même pour ceux qui ont moins, qui sont démunis, puis l'accès à des services de base, c'est-à-dire être soigné puis pouvoir éduquer son enfant. Donc, pour nous, on était prêts à faire une mesure, mais elle était temporaire, évidemment, on l'avait dit. Ce n'était pas une mesure permanente parce qu'évidemment, si tu subventionnes à long terme tout le temps les taux d'intérêt, ça devient un poste de dépense important qui n'apporte rien. Puis là où on était prêt à creuser, c'est évidemment, c'est géré par les banques. Est-ce que si l'État s'implique, parce que l'État a tout un levier financier, là, je veux dire, on a une masse de plusieurs milliards de dollars. Est-ce qu'on peut jouer justement sur ces taux d'intérêt-là en prenant une part de la responsabilité et du risque dans ces programmes-là au lieu de laisser ça aux banques? Donc, on évaluait ce qu'on pouvait faire, mais on allait faire quelque chose pour la jeune génération. Ce ne sera pas notre engagement en 2026 parce que les choses ont un peu changé, mais on va revenir avec des engagements pour la jeune génération. On veut qu'elle puisse accéder à la propriété. Vous disiez tout à l'heure que, selon vous, c'était plus un problème de demande que d'offre. Il y a peut-être un an de ça, à peu près un an et demi, on a fait une série de podcasts avec Pierre Desrochers, qui est géographe à l'Université de Toronto. Puis il nous parlait un peu des différences dans le monde, dans plusieurs villes. Et on voyait une série de tableaux qui nous montraient que tu as certaines grandes villes dans le monde, notamment Tokyo, là, des très, très, très grandes villes, sinon les plus grandes villes au monde, où le prix pour se loger ou pour acquérir une propriété, c'est quand même raisonnable par rapport à des villes beaucoup plus petites, par exemple en Amérique du Nord, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, c'est vraiment devenu l'enfer, là, à Vancouver, à Toronto même, et de plus en plus Montréal. Puis ce qu'il nous disait là-dedans, c'est que ces juridictions-là, où c'est plus abordable, ils ont quand même relaxé pas mal certaines normes qui avaient été mises en place pour combler une demande de Not in my backyard, finalement. Donc, on permettait, dans des quartiers, par exemple, à Tokyo, de construire différents types de propriétés, même si ce n'était pas zoné pour ça. Un quadruplex, par exemple. Un quadruplex, par exemple, à côté d'un uni familial. Et ça, c'est quelque chose qu'au Canada, je pense que, puis au Québec, beaucoup de gens sont fermés à ces idées d'une certaine manière. Je pense qu'on n'est pas aussi ouvert que ça à ces idées-là. Là. Ben, je dirais pas. Puis pourtant, là, la CAQ, c'est mes adversaires. Là, donc, en principe, je leur lance pas des fleurs, mais je suis obligé factuellement de corriger le fait que la CAQ a fait un allègement quand même important. À l'automne. Ben oui, ils ont dit, là, désormais, les villes peuvent contourner un certain nombre de règles, normalement, d'urbanisme. Ils ont donné beaucoup de flexibilité pour stimuler. Mais en même temps, ils ont aboli Accès Logis qui produisait quand même plusieurs unités de logement social. Ils ont assumé que le privé s'intéresserait à tous les secteurs du logement. C'est plus ou moins ça. Puis là, tu as la pénurie de main-d'œuvre, le coût de construction aussi qui a joué. Donc, au final, les années de la CAQ en termes d'offres, c'est vrai que c'est défaillant. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas réussi à agir sur l'offre pour qu'il se fasse plus de logements, mais je maintiens le point que même si tu réussis un miracle, puis que tu fais 50 ou même 75% d'augmentation de ton offre du jour au lendemain, ce qui serait vraiment un exploit, les dernières années auraient quand même été des années de débalancement de l'offre et de la demande avec les hausses des prix et puis la hausse de l'itinérance aussi qui vient avec. Effectivement, par contre, juste, on se souvient du fameux graphique là, que tout le monde mettait sur les réseaux sociaux où on voyait l'arrivée de nouveaux immigrants en 2021-2020. Puis on disait, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe au Canada? Puis on voyait juste en bas la courbe de construction des logements au Canada. C'était flat.
Ben, mais ce que beaucoup de gens avaient pas l'air de noter, c'est que même avant cette hausse-là, chaque année, on construisait toujours moins de logements que de gens qui rentraient. Donc ça, c'est dans le sens que je comprends, vous avez raison. C'est vrai que même si on augmente de 100% demain matin la construction, il y a un arriérage d'une certaine manière parce que ça fait facilement à l'échelle canadienne, je ne veux pas cibler le Québec, mais à l'échelle canadienne, ça fait facilement 15 ou 20 ans qu'on construit moins chaque année que la quantité de gens qui rentrent. Et ça, c'est un problème qui, à un moment donné, finit par nous péter au visage. Ah, mais je suis d'accord avec vous là-dessus. En fait, la presse a estimé il y a 1 an et demi, 2 ans, qu'on était 1,2 million d'unités de logement en retard si on voulait retrouver l'équilibre du marché d'il y a 20-30 ans, le genre de prix d'il y a 20-30 ans. C'est d'ailleurs ce que la gauche plus radicale utilise, c'est-à-dire qu'ils prennent quelque chose de vrai, la paresse de nos gouvernements sur la construction, plus particulièrement l'abolition des programmes sur les logements sociaux, puis ils font l'argument, ben, tu ne peux pas parler de l'immigration, des seuils d'immigration, parce que c'est blâmer les immigrants, ce que je ne fais jamais, parce qu'évidemment, ce n'est pas les personnes dont il est question, c'est les politiques publiques dont on parle en ce moment. Mais c'est aussi la faute d'un retard sur l'offre, sur la construction de logements, ce qui est vrai, ce qui est un autre facteur qui joue. Donc, c'est tous des facteurs sur lesquels il faut agir, mais on a du pain sur la planche là, parce que c'est ça, la spéculation, puis l'emballement des prix continue en ce moment. Et quand tu regardes le revenu moyen, son évolution, donc la capacité de payer puis d'acheter du on est dans une des plus grosses bulles immobilières au monde. Ça n'a pas de sens. Là. Ça n'a pas de sens. Donc, il va falloir que des gouvernements prennent ça plus au sérieux qu'en ce moment. Puis là-dessus, la CAQ... Seriez-vous prêt à aller du côté de la construction? On sait que c'est hyper réglementé, le marché de la construction au Québec. On sait qu'il y a, je pense, 26 métiers, cartes de métiers différentes. On est un des pires endroits de ce côté-là. Est-ce que vous seriez prêt à libéraliser un peu du côté des métiers pour faciliter la construction, baisser les coûts de construction également? On ne l'a pas étudié encore, pour être honnête. Puis des fois, il y a des questions comme celle-là qui doivent être étudiées, mais notre petite équipe ne peut pas tout faire. On voit que la CAQ s'est penchée sur ce sujet-là. Donc, on va arriver en 2026 avec une réflexion là-dessus parce que, justement, on a déjà un document assez complet là, sur la crise du logement puis les politiques publiques qu'on mettrait en place. Mais il y a des questions qui demeurent à être explorées qu'on va quand même attendre de voir ce que le gouvernement met en place d'ici 2026 parce que c'est une question qui est étudiée en ce moment. Parfait. Au niveau de l'indépendance du Québec, moi, j'ai toujours pensé qu'une des choses qui faciliterait votre vie, parce que moi je ne suis pas dans. Je suis pas un indépendantiste. Est-ce que ça se peut être chef du PQ puis voir sa vie faciliter? Est-ce que ça se peut vraiment? Mais j'ai toujours pensé que quelque chose qui faciliterait votre vie, ce serait qu'on ait une économie beaucoup plus forte. Présentement, avec un déficit de 11 milliards de dollars, c'est pénible. Avec une péréquation de 13 milliards de dollars qui rentre, on est en position économique qui est extrêmement faible. On voit des pays comme la Norvège qui exploitent ses hydrocarbures, par exemple, qui ont un fonds souverain qui est à toute fin pratique, gigantesque. C'est un des pays qui avait des hydrocarbures qui a le mieux géré sa ressource de cette façon-là en créant leur fonds souverain qui a plus que 1000 milliards de dollars là-dedans, qui rapporte des dividendes tout simplement incroyables pour cette population-là, qui est une population maintenant qui est extrêmement riche grâce à ça. J'ai toujours été surpris de voir au Québec comment les gens étaient favorables au moratoire sur le gaz de schiste, par exemple, parce qu'avant 2008, le Québec n'est pas vraiment un joueur dans les hydrocarbures, mais depuis 2008, on sait qu'on en a. On sait qu'on a maintenant les technologies pour l'exploiter. Et on est maintenant en 2025 et on n'en sort pas de gaz et de pétrole de notre sol alors qu'on pourrait le faire. Et rajoutons avec ça l'histoire de l'Ukraine, où est-ce que l'Europe est devenue en manque vraiment de gaz naturel. Si on avait les infrastructures en place de gaz naturel liquéfié, par exemple, on aurait pu facilement exporter vers l'Europe, on ne l'a pas fait. Pourquoi, du côté du Parti québécois, qui est indépendantiste, qui voudrait s'affranchir du Canada, on n'essaie pas d'avoir une économie plus forte en exploitant cette ressource naturelle-là? Mais il y a plusieurs prémices là, sur lesquelles on va avoir des désaccords. Là. Bon, premièrement, le cas de la Norvège et du Québec ne se ressemble pas du tout. Là. En Norvège, sur les côtes de la Norvège, tu as du pétrole, mais de manière... il y en a beaucoup. Ben là, c'est pas du tout le contexte du Québec. On a plusieurs milliards de dollars dans nos sols quand même, de notre côté. Là. Deuxième élément, la prémisse suivant laquelle, si tu exploites le gaz de schiste, l'indépendance du Québec va se faire. Elle est pour le moins fragile comme hypothèse. D'une part, parce que le gaz de schiste, le fracking, c'est une des industries les plus
cochonnante. C'est vraiment une des industries qui cause le plus de dommages aux citoyens qui ont ça dans leur cours, à l'environnement en général, parce que le puits, après, il coule. C'est-à-dire que les émissions continuent, puis c'est très, très difficile à gérer. Le dommage au sous-sol puis aux nappes phréatiques, c'est vraiment toute qu'une cochonnerie dans plusieurs États américains, ce fracking-là. Et quand on parle d'exploiter nos ressources naturelles dans le domaine énergétique, le Québec a de l'hydroélectricité, puis est capable d'en faire plus et d'alimenter des industries, les États-Unis. Et ça, c'est un modèle où l'argent reste au Québec. C'est-à-dire qu'on fait des profits là-dessus, ça va dans la caisse de l'État qui est réinjecté dans l'économie québécoise. Alors que le modèle du pétrole et du gaz, ce sont des multinationales qui vont extraire ce qu'ils ont à extraire, vont prendre le moins de responsabilités possible sur le plan environnemental, puis ensuite vont déguerpir. Donc, présumer que notre économie ne serait pas pulsée parce qu'on embarquerait là-dedans, alors qu'on a d'autres secteurs économiques dans l'énergie, puis d'autres potentiels d'immigration qui collent beaucoup plus à l'acceptabilité sociale, l'acceptabilité environnementale, mais surtout le fait que ce qu'on veut pour une économie forte, c'est que nos projets, l'argent reste chez nous. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'oppose au pétrole de l'Alberta. C'est nos subventions qui vont dans des multinationales, pas au Québec, puis l'argent ensuite part d'un paradis fiscaux. Moi, je préfère bien plus prendre le même argent puis l'envoyer dans des entreprises québécoises, puis dire à ces entreprises québécoises-là, on vous donne des subventions, mais on veut que l'argent roule et tourne au Québec. On veut créer de l'emploi ici, on veut créer de l'innovation ici, mais ce n'est pas du tout ce que le système fédéral nous contraint à faire. Donc, si on regarde l'avenir, très, très peu probable que le pétrole et le gaz soient la méthode d'avenir dans 100 ans. Là. Et dans la mesure où on a déjà un potentiel énergétique hors du commun, puis que nos voisins américains ont besoin de ce potentiel énergétique-là à travers l'électricité, on a intérêt, à mon avis, à faire une transition pour le consommateur aussi. Là, si on parle du pétrole, on peut faire sauver 1 000, 2 000, 3 000 $ par famille si on ne met pas notre argent dans la pompe puis dans des multinationales pétrolières. On se rend quand même compte avec la crise en Europe et l'Ukraine que l'affranchissement des gaz naturels, on n'est pas rendu là encore. Là. Ils en ont besoin, puis c'est devenu extrêmement cher pour l'Europe de se chauffer puis de produire leur électricité à cause justement des sanctions envers la Russie, puis de ce qui est arrivé avec le pipeline Nord Stream. Plusieurs nuances. Premièrement, la Norvège, dont vous parliez tantôt, elle a fait ça pour ses transports. Elle s'est affranchie du pétrole. Donc, il y a des pays qui le font. Et on ne peut pas comparer l'Europe avec le Québec parce que, justement, l'Europe n'a pas cette force hydraulique-là, n'a pas cette capacité de produire de l'énergie. Fait qu'ils sont pris avec des centrales au charbon, sont pris avec des centrales nucléaires. Ils ont vraiment une dépendance très différente de nous qui avons un potentiel infini sur le plan énergétique. Donc, il faut faire attention avec les comparaisons. Je pense qu'en effet, l'Allemagne, un certain nombre de pays européens ont mal joué leurs cartes parce qu'ils se sont créés une dépendance à la Russie sans faire le calcul géopolitique de ce qui pouvait arriver si la Russie redevenait la Russie, comme on l'a toujours connu, c'est-à-dire quand même un joueur géopolitique d'importance qui peut poser un risque, mais de faire un parallèle entre la situation européenne et celle du Québec, c'est d'oublier que ce n'est pas du tout le même contexte énergétique ni géopolitique. C'est pas tant faire un parallèle que de dire on pourrait être un fournisseur présentement. Moi, j'ai l'impression que le Québec a manqué une opportunité tout simplement incroyable d'être un fournisseur pour l'Europe. C'est beaucoup plus ça. À un moment donné, on se dit, la bonne nouvelle, c'est qu'il reste dans le sol. Un jour, si on veut l'exploiter, il sera là. Mais comme je vous disais, j'ai l'impression qu'une économie plus... L'économie du Québec est chancelante, même l'économie canadienne aussi. Dans le débat du 51e État, on a vu des graphiques, notamment partagés par Jean-François Lisée récemment, qui montraient la place du Canada en PIB par habitant, qui était carrément le 50e État, sur les 51 potentiels, entre guillemets, avec le Mississippi qui était seulement le seul État qui était pire. On comprend que ça, c'était les données canadiennes. Si on mettait les données québécoises là-dedans, on serait pire que le Mississippi. Moi, c'est quelque chose pas qui me scandalise, mais qui me déçoit du Québec, de voir qu'on est tout le temps en queue de peloton au niveau économique et on s'inflige des barrières énormément de notre côté. On s'inflige des contraintes, on réglemente beaucoup nos entreprises.
Il me semble que... On peut s'entendre sur... Parce que là, si on sort du débat sur l'énergie, puis de la stratégie de croissance économique du Québec, puis on y va de manière générale, on peut s'entendre sur le principe d'alléger les fardeaux des entreprises sur le plan réglementaire. Ça fait des années, mais ça fait des années que le PQ le dit. C'était notre plateforme de 2018. Ça va être à nouveau notre plateforme. Ça ressemble à quoi des allègements réglementaires de votre côté, par exemple? On en avait des dizaines, là, mais notamment, on avait parlé beaucoup de Revenu Québec, puis voir comment est-ce qu'on peut accompagner... On peut parler de l'Office québécois de la langue française aussi un petit peu, vous pensez? Non, parce que c'est pas là que les coûts... c'est pas là que les coûts sont générés, là, dans le sens que certaines entreprises peuvent s'en plaindre quand on leur demande de faire un petit effort, là, mais quand on parle de coûts puis de ce qui menace les PPE, les PME, c'est pas tant ce sujet-là. Puis évidemment, si on peut s'entendre sur l'indépendance du Québec, on va peut-être pouvoir aussi tasser des pans de la loi 101 parce qu'on aura une langue officielle dans un pays solide. Mais tant qu'on sera 2% de francophones, souvent au Québec, on doit faire artificiellement ce que toutes les autres nations font absolument naturellement. S'éduquer dans la langue nationale, c'est un gros défi au Québec, mais dans n'importe quel pays, ça va de soi. Fonctionner au travail dans la langue nationale, dans n'importe quel pays au monde, ça va de soi. Mais au Québec, c'est plus compliqué. Mais c'est parce que c'est une position tellement faible d'être 2% dans une Amérique du Nord, non seulement à 98% anglophone, mais qui n'a pas vraiment de compréhension ni d'intérêt pour la spécificité québécoise, pour des raisons historiques notamment de relations entre le Canada anglais et le Québec. Mais bref, sur l'allègement réglementaire, on a présenté plusieurs choses. On va revenir là-dessus, mais on travaille déjà avec les associations de PME pour voir comment est-ce que des PPE, des PME peuvent devenir des gros joueurs internationaux. Puis ça, c'est la grosse distinction entre l'approche caquiste et l'approche péquiste. L'approche caquiste, c'est on va faire venir la grande entreprise à coût de centaines de millions parce que nous autres, on a du jugement. Ça, c'est déjà une prémisse super intéressante. Nous, on a du jugement. On va mettre nos billes dans ce qu'on pense sont des entreprises internationales qui peuvent créer des jobs. Puis ce qu'on va regarder, c'est quel est le salaire moyen au Québec. Mais si ton salaire que tu viens d'aller, la nouvelle job que tu viens de créer, là, c'est un salaire de 120 000, mais que tu l'as subventionné 10 fois la valeur du salaire, ça n'a aucun sens sur le plan économique. Puis à long terme... Le seuil important, c'est 56 000. C'est ça, mais à long terme... On s'en rappelle. À long terme aussi, ce que ça fait, c'est que c'est des multinationales qui n'ont aucune loyauté envers les intérêts économiques du Québec, aucun ancrage. Ils vont être les premières à déménager si ça ne fait pas leur affaire. Ils n'achèteront pas québécois, puis on n'a pas été capable de négocier ça de manière très claire. Donc, nous, notre approche est beaucoup plus centrée sur la petite et moyenne entreprise que tu développes jusqu'à temps qu'elle ait ce statut de joueur international et qu'elle soit capable d'aller à l'étranger, amener de l'expertise que nous, on a développée. Plus de Couche-Tard, moins de Nordvolt, finalement. C'est ce que j'ai dit. Mais c'est précisément le mot que j'ai utilisé en chambre. J'ai dit plus de Cascade et de Couche-Tard, moins de Nordvolt. C'est exactement ça que j'ai dit en chambre. Auriez-vous mis de l'argent dans Lion Électrique, qui est très québécois? Je n'ai pas regardé... Clairement, il y a des choses inacceptables. Là, donc, on est en train de se positionner sur le sort des petits investisseurs dans cette histoire-là. Mais il n'y a pas juste Lyon. Là. On est en train de se pencher sur Taïga, puis Flying Whales. Écoute, il y en a, là. Il y en a, là. Puis ça, c'est sans compter ce qui a été octroyé pendant la pandémie. Il y a eu des affaires louches. Hein? Dans la pandémie, on a créé des fonds d'investissement, si je ne me trompe pas, pour être capable de donner de l'argent à des compagnies sans compte à rendre. On parle même parfois même de compagnies à numéro qui auraient reçu de l'argent. On n'a aucune idée. C'est des comme jusqu'à quel point c'est opaque au Parlement, ces affaires-là, que vous avez la capacité réellement de rentrer dans les détails? Totalement opaque, surtout la partie sur la pandémie. Puis en passant sur la pandémie, je sais que les milieux libertariens sur Twitter aiment bien... dire qu'on n'a rien fait puis qu'on ne sert à rien, là, mais la vérité, c'est qu'on a été les premiers à demander une enquête sur la pandémie. On l'a demandé par 5 fois. Puis on le demande toujours, c'est-à-dire qu'au gouvernement, si on forme le gouvernement, il y aura une enquête sur ces fonds publics-là, à savoir, ils ont été dépensés 17 milliards, là. Ils ont été dépensés comment, ces aides aux entreprises, sur la base de quels critères, quelle reddition de compte on est allé chercher, mais on va comprendre ces aspects-là comme les aspects d'opacité de prise de décision. Si jamais il y a une autre crise de cette nature-là, est-ce qu'on peut vraiment gouverner par décret sans aucune reddition de compte? On l'a demandé par 5 fois, mais je le mentionne parce que sur les médias sociaux,
il y a une part de désinformation très active là, qui s'amplifie d'ailleurs, notamment de la droite libertarienne. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un encadré d'un article qui dit « Le Parti québécois refuse une commission d'enquête ». Mais sans mentionner que ce qu'on refusait, c'était une commission d'enquête bidon organisée par et pour le gouvernement qui n'allait pas au fond des choses et qui n'allait pas être publique. Donc, c'est important pour moi de mentionner que le Parti québécois a quand même été constant sur un certain nombre de questions. Puis, malheureusement, les médias sociaux ensuite rapportent des versions, je pense que vous le connaissez, là, l'idée que le Parti québécois est communiste, on est totalement social-démocrate, puis des gens peuvent être en désaccord avec le centre-gauche. Ça n'empêche pas de jaser comme on le fait en ce moment. On parle de qui exactement qui dit des choses comme ça? J'essaie de comprendre. Là. Vous dites la droite libertarienne. Bien, vous êtes au courant. Là, je pense que vous avez même fait, je ne l'ai pas vu cet épisode-là, mais mon équipe... Juste préciser qu'ici, on a dit plusieurs fois qu'on était très au courant que, par exemple, Pascal Bérubé était le premier à demander c'était quoi l'histoire de la fermeture des restaurants en commission parlementaire avec Horacio Arruda. Là. Donc, on n'a jamais nié que le Parti québécois avait critiqué la gestion de la pandémie ou quoi que ce soit. Non, en fait, ça ne vient pas de nous. Ça. Je parle de la nébuleuse autour du PCQ. Là, c'est un des défis qu'on a quand on parle de politique publique, et j'ai le même enjeu entre la gauche radicale woke. Mais êtes-vous conscient qu'il y a une nébuleuse autour du Parti québécois aussi? Je veux dire, je comprends que vous êtes dans une position où est-ce que vous exprimez des opinions sur les réseaux sociaux, donc vous voyez des gens qui attaquent vos prises de position, mais on parle de cette nébuleuse autour du PCQ. Certains vont l'appeler la droite pirate, certains vont même dire la droite QS, on parle de la même personne en fait. Puis là, on voit des articles de ce côté-là. Mais je veux dire, nous, quand on exprime notre opinion sur les réseaux sociaux, je veux dire, il y a une nébuleuse indépendantiste qui attaque nos prises de position également. Bien sûr, ça fait partie du débat public, puis il y a des gens qui sont des faux comptes, il y a des gens qui ont des photos, puis on pourrait parler des raisons pourquoi l'anonymat est aussi présent sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a des beaux débats à avoir de ce côté-là. Mais je veux dire, tout mouvement politique qui se respecte a des militants activistes qui parfois vont être à visage découvert, exemple Yann et Frank, et d'autres vont être à visage plus fermé. Mais je veux dire, ça se passe de tous les côtés de l'échiquier politique, cette affaire-là. On n'est pas d'accord là-dessus. Évidemment que chaque mouvement a ses faiseurs d'opinion qui vont exprimer leur désaccord. D'ailleurs, c'est un peu le caractère triste de X, là, c'est que ça finit jamais par voler très haut sur le plan intellectuel. Mais ça, c'est normal. Comme vous le dites, chaque clan va avoir ses militants. Moi, je vous parle de désinformation, c'est-à-dire prendre de l'information qui n'est pas vraie et de faire croire un microcosme des choses pour antagoniser ou décrédibiliser. Ben, la première, c'est la gauche que je qualifiais de woke, là, mais quand je suis sorti sur le cas Arun Boisy, je disais sur les médias sociaux, comme ce que vient de faire aussi Arun Boisy, il y a cette tendance à déformer les propos, cette tendance également à faire des accusations. Souvent, là, c'est de se faire traiter de raciste ou d'extrême droite. Je peux vous en parler, ça nous arrive souvent. Bon, mais à l'inverse, la nébuleuse autour de toutes sortes de comptes plus proches du PCQ, c'est de déformer les propos du Parti québécois. Donc, qu'il y ait un désaccord avec nos positions, tu sais, comme vous soulevez une couple de points où est-ce que clairement on n'a pas la même position, mais vos points, ils sont factuels. Là. Fait qu'il n'y en a pas de problème. Là où j'ai un problème, c'est lorsque le Parti québécois est communiste, le Parti québécois va hausser vos taxes, le Parti québécois n'a rien fait pendant la pandémie, puis était pour la CAQ, puis c'est la même chose. Il y a 125 plantes vertes à l'Assemblée nationale. Écoutez, des messages de même, là. Puis quand vous dites certaines personnes requièrent l'anonymat, soit, mais quand des milliers de comptes ont toutes 60 followers, ont tous été créés depuis 2 ans, tiennent exactement le même discours, puis suivent toutes André Arthur au paradis ou je ne sais pas qui d'autre. Là. À un moment donné, il ne faut pas nous prendre pour des... je veux dire, c'est pas des militants individuels, c'est une machine. Ça fait théorie du complot, votre affaire, un peu. Ben, justement, les complotistes, ceux qui n'aiment pas... Ben, c'est ça, ceux qui n'aiment pas se faire traiter de complotistes quand ils ont des théories plus originales devront s'intéresser à ça. Comment est-ce qu'on peut, du jour au lendemain, voir des milliers de comptes tenir le même propos autour de Pierre Poilievre et d'Éric Duhaime? Moi, c'est un sujet... Puis ça n'empêche pas de critiquer les médias traditionnels. J'ai quand même été assez prompt à chaque fois que je juge qu'il y a de l'idéologie ou des inexactitudes dans les médias traditionnels, mais ce qui se passe sur les médias sociaux
tant à la gauche radicale qu'à la droite radicale, rend le débat comme un débat ordonné, comme on est en train d'avoir, là. C'est-à-dire d'accord, pas d'accord, il y a des arguments, puis là, c'est intéressant. Mais ce que je vois sur les médias sociaux crée un défi supplémentaire puis une dégradation de la qualité du débat, à mon avis. Mais tu sais, on pourrait vous prêter nos comptes aussi pour recevoir les Ouais, notifications. on devrait échanger, ça serait super. Moi, On puis devrait échanger nos comptes. On devrait c'est échanger ça. nos comptes pendant une semaine. On va changer nos comptes pendant une semaine parce que moi, je reçois souvent des messages de gens qui ont des fleurs de lys dans leur nom, puis on nous dit qu'on est deux immigrationnistes qui veulent noyer le Québec pour avoir de cheap labor au Tim Hortons, puis alors qu'on n'a jamais parlé de ça. Là. Je veux dire, c'est de la désinformation. Je pense qu'il y en a. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu. Malheureusement, je pense qu'on peut le déplorer, mais je pense qu'à d'une certaine limite, c'est un peu ce que je disais hier dans une intervention, je pense que s'il n'y a pas de désinformation, je pense que malheureusement, il n'y a peut-être plus de politique, d'une certaine manière. Je suis peut-être plus idéaliste que ça. Ben, comme je dis, on peut le déplorer, mais je pense que c'est moi, je pense qu'on peut agir. Je pense qu'on peut agir. Ça ressemble à quoi l'action, justement, de votre côté? Le chemin de limiter la liberté d'expression ou d'avoir des gardiens de la vérité ne fonctionne pas. Là. Donc, mon point de vue, c'était mon point de vue dès le début de ça, c'est que si tu remets le pouvoir, le cas de Twitter à l'acquisition de Musk était quand même frappant. Là. Je veux dire, si tu donnes le pouvoir à des gens de déterminer ce qui se dit et ce qui ne se dit pas, il va y avoir le même niveau d'abus que la désinformation que tu essaies de guérir. Donc, ça, ce n'est pas un chemin. Par contre, je pense que si chaque compte était lié à une vraie personne, quitte à ce que l'anonymat soit possible, mais qu'il y a une vérification que c'est une vraie personne, tu n'aurais pas les opérations d'ingérence étrangère liées notamment à la Russie dans le cas de la première élection de Trump, mais on l'a vu aussi en Angleterre et en Europe. Tu n'aurais pas une nuée de comptes fictifs pour tenter de désinformer puis déstabiliser les démocraties. Donc, vérifier que ce sont des vraies personnes. C'est un engagement d'Elon Musk à l'origine. Il ne l'a jamais fait. Quand on soumet notre crochet bleu, moi, j'ai envoyé mon permis de conduire. Là, je veux dire, oui, c'est ça. Mais pas l'ensemble des comptes. Les crochets bleus seulement. Donc, moi, je vous parle d'un endroit où est-ce que tout le monde pourrait être un crochet bleu. Comme ça, tu as une personne, un compte, puis tu n'as plus les opérations de désinformation comme on voit. Puis, il y a toute la discussion de l'algorithme. C'est sûr, on va voir ce que Meta va faire. Mais si l'algorithme encourage seulement les propos agressifs, puis les controverses de choses qui n'ont pas de bon sens, parce que quand on lit un propos qui n'a aucun bon sens puis qui n'a aucun respect ou qui est agressif, on a tendance à cliquer. Puis ça, Meta l'a compris. Twitter l'a compris. Quand on lit le touriste Tata dans le Journal du Québec puis de Montréal, je vous dirais que c'est le même principe aussi. Là. Ça clique plus. Dans quel cas, on peut regarder comment l'algorithme est bâti puis se réapproprier cette discussion-là, parce que si c'est seulement l'entreprise privée qui détermine l'algorithme, c'est pas vrai que c'est de la liberté d'expression pure, parce que le marché... Voyez-vous des dangers de voir les politiciens, les gouvernements proches des algorithmes comme ça, de rentrer carrément dans la gestion des algorithmes? Non, je trouve que c'est la démocratisation de ces questions-là, alors que si tu laisses entre les mains de l'entreprise privée de manière opaque, comme on le fait en ce moment avec Meta puis X, tu le sais, ça va être quoi? Ça va être n'importe quoi qui génère le plus de clics, peu importe si ça crée de la désinformation, peu importe si ça crée des tensions, puis un effondrement de la démocratie. Et d'ailleurs, c'était un des scandales sur Meta. Ils se l'ont fait dire à l'interne. Ce que vous êtes en train de faire va créer vraiment une dégradation de la démocratie et du climat social. Ça ne les a pas empêchés de faire quoi que ce soit. Donc, moi, je ne vois pas d'un mauvais œil. Il y a toujours quelqu'un qui décide sur ces questions-là. Je ne vois pas d'un mauvais œil qu'on s'approprie de manière transparente et démocratique ces questions-là si on voit que la santé mentale des jeunes est en chute libre, si on voit que les démocraties sont fragilisées par ces phénomènes-là. Mais il faut faire attention parce que des fois, on propose une solution qui crée plus de problèmes que le problème qu'on essaie de régler. Et donc, au moins avoir cette discussion-là. Moi, je l'ai eu sur le temps d'écran des jeunes, mais je vais l'avoir également sur comment on encadre. Mais je n'ai pas tendance à limiter la liberté d'expression, mais plutôt me poser la question, est-ce qu'on est devant une vraie personne ou est-ce qu'on est devant une ferme à trolls qui est financée par je ne sais pas quel intérêt pour Pensez-vous qu'il y a des fermes à trolls financées au Québec? Je n'ai pas les moyens. Je vois bien qu'il y a des milliers de faux comptes qui disent la même chose, qui sont liés à certains groupes. On sait que des puissances étrangères non démocratiques se sont immiscées dans les élections de plein de pays en Occident. On sait que des intérêts économiques auraient peut-être intérêt à s'immiscer et à essayer d'influencer l'opinion publique.
Mais évidemment, les moyens dont on dispose à l'heure actuelle au Parti québécois sont limités. Mais je revendique le droit de réfléchir à comment on trouve un système qui est équitable Mais ça pour tout le serait quand monde. même surprenant. On peut s'entendre, ça serait quand même surprenant de voir. Mettons, si on regarde la nébuleuse autour du Parti conservateur du Québec, on a le Parti conservateur du Québec lui-même, qui a un budget quand même très limité, n'ayant aucune présence au Parlement. Évidemment, on comprend que leur budget est plus faible que celui du Parti québécois, par exemple, dû au résultat de l'élection. On comprend qu'il y a l'environnement Radio X, on comprend qu'il y a l'environnement Radio Pirate, évidemment, il y a l'environnement Yann et Frank. Mais je veux dire, on parle toutes d'entités à moyens très limités. Vous pensez vraiment qu'il y a des gens qui peuvent financer des fermes à trolls dans ces gens-là? Ben oui, évidemment. Ce que des puissances étrangères comme l'Iran, la Chine et la Russie font, c'est qu'ils prennent... Il n'y a pas de puissance étrangère qui s'intéresse au Québec, là. C'est pas sérieux. Ils s'intéressent au Canada, c'est prouvé. L'ingérence étrangère au Canada est une des pires en Occident. C'est-à-dire on est à côté de la plaque. Donc, s'ils s'intéressent au Canada, les chances qu'ils ne s'intéressent pas au Québec, alors qu'il y a un mouvement indépendantiste que je représente qui existe, ces chances-là sont faibles. Donc, si on regarde ce qui s'est passé à l'étranger, oui, il est arrivé plein de cas de financement de comptes fictifs qui véhiculent toute la même idée dans le but de déstabiliser des démocraties. Là, ça, c'est des faits avérés. Donc, mais là, vous pensez qu'il pourrait avoir des comptes, des fermes à trolls, puis tout ça serait financé par l'Iran ou la Chine, puis le but, c'est de faire mousser les conservateurs? Je n'ai pas les moyens de vérifier. Ce que je vous dis, c'est que ça s'est fait ailleurs. Okay. Et que ça, c'est avéré, là, puis pas un seul exemple en Occident. Ce que je vous dis, c'est que de manière certaine, il y a une pluie de faux comptes qui tiennent le même discours et qui sont liés au même mouvement et dont l'objectif, à force de répéter des mensonges, c'est que ce mensonge-là devienne une vérité. C'est comme les règles de base de la propagande et de la désinformation qui... Je peux peut-être vous donner un indice par rapport à ça. Yann, je veux peut-être compléter avec quelque chose, c'est que personnellement, faire partie du Parti québécois ou d'être une figure du mouvement indépendantiste, c'est quelque chose qui m'inquiéterait, ça, parce que je ne sais pas si vous avez vu passer la déclaration de l'ancien bras droit de Trudeau, qui était totalement farfelu, où il disait que Gerald Butts, qui a dit au mois d'octobre dernier que les Russes n'étaient pas possiblement derrière les souverainistes. Oui, mais est-ce que vous ne trouvez pas ça inquiétant de si on commence à dire que le gouvernement peut aller jouer dans les algorithmes ou demander aux réseaux sociaux de jouer dans les algorithmes pour favoriser certains contenus, tout ça? Moi, je me mets dans la tête, mettons, de quelqu'un qui est un fédéraliste, là, qui est convaincu, là, puis son but, c'est d'anéantir la mouvance souverainiste. C'est clair que la première affaire que je fais, c'est shadowban votre contenu, que je demande à Meta, Twitter et autres. Si on dit que c'est là qu'on veut aller, là, que le gouvernement joue dans le contenu de ce qui est de l'algorithme, comme vous avez dit, il est clair que les premières victimes de ça, d'un point de vue canadien, ce sera les souverainistes québécois. En tout cas, c'est ce que je ferais si j'étais un dirigeant fédéraliste. Ben, la discussion est très intéressante parce que, premièrement, vous assumez que si c'est Meta puis X qui décident, Meta puis X ne feront pas de politique. Puis, j'assume qu'Elon Musk... Non, mais c'est pas ça. C'est que j'assume que Zuckerberg et Elon Musk n'ont pas grand-chose à cirer de l'indépendance du Québec, contrairement à Justin Trudeau et le gouvernement fédéral. C'est ça que j'assume. Fun fact, le Parti québécois n'a pas été capable de placer une seule publicité sur Facebook durant la campagne électorale 2022. OK. Parlez-nous-en, c'est intéressant. Qu'est-ce qui empêchait? C'est les règles, dans le fond, de pratique? On mettait les publicités, on remplissait toutes les coches, on faisait exactement comme avant la campagne électorale. Là, évidemment, on ne le fait plus depuis un bout. On est le seul parti là, à ne plus mettre de publicité sur Meta. Mais à l'époque, on arrive en campagne, on a nos publicités de prêtes, on mettait l'argent, puis l'argent ne se dépensait pas. Puis on avait beau essayer de contacter Facebook, de modifier les paramètres. Donc, on a passé toute la campagne 2022 dans l'impossibilité de mettre de la pub sur Facebook. Alors qu'on sait que la CAQ, eux autres, il n'y avait pas trop de misère. Il n'y avait pas de difficulté. Donc, je pense qu'il y aura de la politique vis-à-vis le mouvement indépendantiste, peu importe comment on place ça. Mais je pense que laisser le soin à des entreprises opaques qui n'ont aucune redevabilité envers la population, puis aucune volonté non plus de considérer des choses fondamentales comme la démocratie et la paix sociale, laisser entre leurs mains de manière opaque l'entièreté des décisions dans cette matière-là. Le jour où ça menace les démocraties, ou en tout cas ça menace la qualité de l'information, puis que ça crée
toutes sortes de nouveaux enjeux. Moi, je ne me priverai pas au gouvernement d'étudier ces questions-là puis de voir c'est quoi les pistes de solution. Le fédéral s'en privera pas non plus, c'est ça que je vous dis, malheureusement. Parce qu'on a vu aussi... Moi, je suis une personne qui, fondamentalement, la liberté individuelle, c'est vachement important. Puis, j'ai pas confiance en aucun politicien. Même Éric Duhem, qui est un bon ami, là, vraiment un très bon ami de mon côté, à toutes les fois, je le taquine puis je lui dis, la journée que tu es élu puis tu es premier ministre, tu vas changer, tu ne seras pas pareil, je te fais pas confiance. Je suis sceptique à ce point-là envers les politiciens. On l'a vu également au niveau de Mark Zuckerberg, justement, quand il y a eu une ouverture du côté de Facebook de laisser justement les autorités américaines rentrer un peu dans leurs affaires. Et assez rapidement, on en a profité de leur côté pour bannir l'histoire de Hunter Biden, par exemple. Moi, c'est le problème que j'ai avec les politiciens qui s'intéressent aux algorithmes. C'est qu'à un moment donné, quand on leur donne l'opportunité de jouer sur ces plateformes-là, immédiatement, c'est la politique partisane qui embarque et on essaie de faire taire des histoires qui nuisaient à ce moment-là au Parti démocrate. Ça, c'est vrai. C'est vrai, c'est exactement ça. C'est un enjeu. En même temps, en ce moment, est-ce qu'on peut dire que X est indépendant du gouvernement Trump? Non, il n'y a absolument pas. Ça ne peut pas être plus gros que ça. Là. Donc, non, absolument pas. Mais ce matin, moi, on parle pour jaser, là, puis je n'ai pas toutes les réponses là-dessus. Mais pour moi, c'est un sujet important. Mais l'épicentre de ce problème-là, pour moi, il part de la santé mentale. Il y a une corrélation, l'apparition des médias sociaux dans nos vies, puis des écrans, du temps d'écran par jour, chez les adultes comme chez les jeunes. Ouais. Écoute, c'est les années où c'est apparu, puis les années où les problèmes de santé mentaux là, ont vraiment augmenté, TDA, problèmes d'estime de soi, dépression, le lien, il est frappant. Donc, il y a probablement une cause à effet, mais il y a certainement une corrélation. Puis, c'est un sujet que je prends très au sérieux parce que si tu as une population qui ne va pas bien, si tu as une démocratie qui ne va pas bien, tu as des États, puis des économies, puis des gens qui sont affaiblis. Puis le rôle d'un gouvernement, c'est de se poser la question, mais comment est-ce qu'on peut améliorer le sort des gens? Pas laisser la situation se détériorer. Donc, moi, je suis un gros partisan. D'ailleurs, on me l'a reproché sur toutes sortes de questions, là, sur les questions des toilettes mixtes et Mix Martine. Tu sais, un gros sujet. Non, mais à chaque fois que je n'ai pas la réponse puis que je comprends que ça va prendre l'expertise de bien des gens pour dire quelque chose d'intelligent, moi, j'ai toujours le réflexe de dire, regardez, commission parlementaire, faites venir tous les gens qui ont quelque chose à dire là-dessus puis qui ont une expertise. Puis à force d'écouter le monde, on va se faire une tête. Tu sais, je suis un gros partisan de la discussion ouverte puis de la réflexion avec nos meilleurs éléments pour la meilleure politique publique. Puis sur des sujets comme celui-là, je fais juste revendiquer le droit de réfléchir à ça et de voir des problèmes dans ce qui se passe en ce moment. Mais j'ai pas de... C'est le genre de dossier sur lequel je vais juste partir une commission d'études avec les meilleurs cerveaux, puis une voix à la population aussi qui utilise au quotidien ces technologies-là. Non, mais d'ailleurs, là-dessus, je pense qu'on peut avoir un terrain d'entente. J'en profite pour le dire en toute transparence. Vous n'avez pas demandé les questions. Vous ne saviez pas de quoi qu'on allait parler, puis on ne nous a pas demandé aucune garantie, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tous ceux qui veulent venir. Ça n'a pas été le cas de Kamala Harris, mettons, dans son cas. Non, c'est ça, mais malheureusement, on ne l'a pas eu, Kamala. Elle veut pas. On aurait aimé ça, mais elle ne voulait pas venir parler en français avec nous. Mais non, c'est ça ce que je voulais dire, c'est que je pense que c'est une bonne attitude à avoir quand on ne sait pas quelque chose, de dire on est ouvert à la discussion et à entendre tous les points de vue. Je veux dire, on ne se fait pas une tête sur nécessairement tous les sujets d'emblée. Puis c'est important de discuter. Mais justement, c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous pensez qu'il y a Est-ce que ça a toujours été comme ça? Je ne le sais pas. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en 2025, maintenant, on a un peu de la difficulté au Québec à discuter, à débattre? Si vous saviez le nombre d'invitations qu'on a envoyées, et vous pouvez regarder toutes les entrevues qu'on a faites, que ce soit celle avec Philippe Couillard, que ce soit celle avec vous aujourd'hui, on a reçu Monsef Déragi, on a reçu plein de gens, ça s'est toujours bien passé. Il ne s'est jamais tiré de boîte. On n'a jamais insulté de gens durant le podcast en leur criant après. Tout est toujours assez convivial, comme vous les gens le voient en ce moment. Mais les gens ont peur de discuter, ont peur de venir, pensent qu'ils ils vont se faire un dîner de con ou je ne sais pas trop quoi. Est-ce que vous pensez qu'il y a un... J'en profite, je le salue, le fait que vous soyez là, que vous n'ayez pas demandé les questions et que vous veniez de bonne foi, je salue ça. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a un peu ce problème-là en 2025 qu'on
qu'on parle plus, qu'on débat plus. Vous parliez des réseaux sociaux. Les gens s'insultent, mais on débat assez peu. On échange assez peu d'idées. On échange des insultes, mais on échange peu d'idées. Je pense qu'il y a 2 facteurs. Le premier, c'est que il y a des politiciens qui n'ont pas beaucoup de contenu, puis qui voient la politique, un peu comme dans les années 2000, là, comme des lignes de com. Ouais. Donc, si tu es un politicien de ligne de communication, tu peux pas jouer dans le terrain des podcasts avec des gens qui ont des questions de fond puis beaucoup de temps. Puis moi, j'ai évidemment, je suis juge des partis, mais en général, j'ai pas beaucoup de préparation. La préparation que je fais, elle est sur le fond, puis je suis complètement autonome sur tous les sujets. Là, je m'intéresse beaucoup à ces questions-là, aux questions d'affaires publiques depuis des années. Donc, il y a une question de style de politicien. Moi, j'aime le contenu, donc ça me fait plaisir de dire ce que j'en pense. Ça ne veut pas dire que j'ai raison à chaque fois, mais je ne le crains pas. L'autre élément, évidemment, c'est dans tout domaine, vous avez un podcast qui est en concurrence avec 300 podcasts. Là. Donc, ça prend du temps. Peu importe l'orientation plus à droite ou plus à gauche d'un podcast, si votre podcast est factuel et fiable, puis respectueux tout en mettant en lumière des désaccords, avec le temps, les gens acceptent là, parce qu'ils se disent, ça, c'est du travail bien fait, même si on n'est pas d'accord sur tout, c'est du travail fiable. Ce que j'ai vécu moi-même en politique, mes 2 premières années comme chef du Parti québécois, je me suis fait traiter de petit gars en culotte courte, puis de parti qui allait mourir, c'est certain, puis j'avais beaucoup de difficultés à obtenir des tribunes pour dire ce que j'avais à apporter. Ouais. Mais le temps a fait son œuvre, c'est-à-dire si tu livres de la qualité de manière constante, qu'à un moment donné, ces choses-là s'équilibrent, puis les gens sont prêts à donner du temps, ce qui est normal après si on persévère. Mais juste un petit complément à ça. Comment, parce que j'ai lu avec attention quand même là, vos 2 bouquins sur lesquels parce que vous n'avez écrit je pense que vous en avez écrit 3, mais le premier, je ne l'ai jamais trouvé. Là. Dans ce bouquin-là, Rebâtir le camp du oui, à un moment donné, vous racontez votre première campagne électorale dans Prévost. Où vous étiez dans le même comté que Marguerite Blais. Et la question que je me suis posée, c'est comment on fait pour ne pas devenir cynique et continuer d'aller à la rencontre des gens? Parce que ce que vous racontez là-dedans, vous dites, moi, j'arrive avec des idées, elle est là, elle raconte un peu n'importe quoi. Vous parlez maintenant d'un débat que vous avez eu où on lui pose une question sur l'environnement et elle parle de la construction d'une école. D'une école. Bref, elle raconte un peu de n'importe quoi et vous racontez que ça vous a, quand vous avez perdu, finalement, le soir où Marguerite Blais a été élue, je vous paraphrase un peu, mais dans le livre, vous racontez que vous n'en reveniez pas que quelqu'un comme ça, qui n'avait aucun contenu, qui n'était pas au courant de ses dossiers, puisse être aussi facilement élu, alors que vous arriviez, vous estimiez que vous étiez prêt, vous saviez de quoi vous parlez, vous étiez au courant de vos dossiers. Moi, c'est quelque chose que, personnellement, je pense que c'est une raison peut-être pour laquelle je ne ferais pas de politique. Je deviendrais extrêmement cynique suite à un épisode comme ça. Comment vous dealez avec ça? J'ai joué à Civilisation 2, un vieux jeu des années 90, pendant 2 mois. Il y a eu un genre de post-partum, finalement. Là. Oui, puis ma femme a dit, tu peux prendre de l'alcool aussi. Si c'est juste ça, prends ton temps, c'est normal. Okay. Mais le pire, c'était d'arracher les pancartes tout seul. Là, quand tu perds aussi, vient beaucoup, il y a plus d'amis, tu finis un peu tout seul, puis tu perds beaucoup de ton... Tu pars ta campagne, puis tu es plein d'illusions de ce qui va fonctionner, puis ça finit pas comme tu pensais, mais les anciens du Parti québécois disent que les meilleurs politiciens, c'est ceux qui ont perdu. Okay. Tu ne peux pas gagner tout le temps et être un bon politicien, parce que le politicien qui gagne tout le temps, il finit par penser que tout est grâce à lui, puis que sa victoire éclatante par 25 points de pourcentage, c'est grâce au fait qu'il est extraordinaire. Et ça crée du confort et de l'arrogance, alors que la politique, c'est en fait, à l'essentiel, là, c'est beaucoup d'adversité depuis toujours. L'humanité est remplie de... Drôle d'hasard, là, puis je veux pas... mais hier, ça donnait que je redécouvrais un vieux vidéo des années 90, fin 80, début 90, Billy Joel. Un peu nostalgique. Non, mais je suis tombé là-dessus sur YouTube. Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Je ne sais pas si ça vous dit de quoi. Là. We Didn't Start the Fire. Mais c'est une chanson intéressante où est-ce qu'il rappelle que chaque période n'a pas de bon sens. C'est essentiellement, il fait l'histoire des États-Unis, puis il dit, rappelez-vous que toutes les périodes n'avaient pas de bon sens en politique, puis qu'il y a quelque chose dans l'humanité qui
Donc là, devant cette condition de l'humanité, il y en a qui sont pessimistes, qui disent que l'humanité sera toujours décevante, puis la politique sera toujours décevante, et donc ça ne donne rien de faire quoi que ce soit. Il y a un cynisme avant que ça parte. Moi, je fais partie de ceux qui croient que l'humanité a quand même réussi à s'améliorer à travers le temps. Puis je fais partie de ceux qui pensent que si tu travailles bien, puis que tu es persévérant, puis que tu es prêt à payer le prix, parce qu'il y a un prix en politique, avec le temps, tu es capable d'avoir un impact positif sur la société. J'espère qu'on va me donner l'occasion de vérifier cette hypothèse-là. C'est comme ça que je me suis accroché, mais ce n'est pas sans avoir vécu des périodes où j'ai fermé à double tour là, la réflexion et la discussion politique. Donc, puis je suis un peu un chef du Parti québécois là, improbable. Là. J'ai commencé ma course à la chefferie en 2020. J'étais à 5% dans les intentions de vote. Les gens du Parti québécois sont venus me rechercher. Aujourd'hui, c'est mon équipe à l'Assemblée nationale, mais il y a des gens qui ont... À ce moment-là, on attendait notre deuxième bébé. Ma femme était enceinte, puis on n'avait pas l'intention de refaire de la politique, mais il s'est formé une équipe, puis ça a donné lieu, disons, à un scénario improbable où est-ce que je suis devenu chef alors que je n'étais pas supposé le devenir. J'ai été élu dans Camille Lorrain alors que tout le monde prédisait la mort du Parti québécois. Donc, il y a des belles choses aussi dans la politique si on sait être persévérant. Il n'y a pas que des moments frustrants. Il y a des moments où on se dit, mais mon Dieu, tout le monde prédisait qu'on frapperait un mur puis que c'était la fin. Puis les gens m'ont soutenu. Donc, il y a autant de beauté que de noirceur dans la politique et c'est le reflet, je pense, de l'humanité. Si on vous amène un peu sur votre patinoire de l'indépendance, moi, il y a un sondage qui sort à l'automne, puis ce sondage-là m'a flabbergasté, je dirais, en bon français. On voyait que 25% de vos électeurs, s'il y avait un référendum, voteraient non à ce référendum-là. Moi, cette question-là, je ne me l'explique toujours pas aujourd'hui. Qu'est-ce que ça mange en hiver, quelqu'un qui vote pour le PQ, mais qui voterait non à la souveraineté? Vous devez les voir dans des rencontres à quelque part. Je les vois. Comment ils pensent? C'est qui ces gens-là? C'est quoi leur vision des choses? Pourquoi ils votent pour le Parti québécois alors qu'ils voteraient non à la souveraineté? C'est les péquistes fédéralistes. Exact. C'est quoi un péquiste fédéraliste? Il n'existait pas il n'y a pas si longtemps. Donc, quand le Parti québécois était à 9%, à 13%, à 15% aux élections, j'étais à 95% indépendantiste. Ouais. Ce qui est arrivé, c'est plusieurs facteurs. La déception par rapport à la CAQ, c'est-à-dire des dossiers mal gérés, de l'amateurisme, des mensonges à répétition qui fait que la confiance n'est plus là. Donc là, tu as tout un électorat qui se dit « Moi, je suis ouvert à bien des choses, mais pas la CAQ, j'en peux plus. » Une fois que ces gens-là cherchent, je pense que ce qu'ils reconnaissent dans le Parti québécois, c'est la qualité du travail puis la qualité du propos, c'est-à-dire qu'on arrive préparé, on est sérieux, puis on s'intéresse aux politiques publiques, on n'arrive pas sur le coin d'une table avec des niaiseries. Et ce sont des gens qui ne sont pas fermés à l'indépendance. C'est-à-dire que le fait qu'on dise qu'on veut rapatrier plus de 80 milliards de dollars, qu'on pense qu'on le dépenserait plus intelligemment, puis qu'on veut faire quelque chose où on existe à l'international, où on joue notre rôle, où on rend justice aussi tant aux patriotes qu'aux politiciens qui m'ont précédé. C'est des gens qui ne sont pas fermés à ça, mais ne sont pas non plus déterminés, ils ont des questions, ils ont des appréhensions, notamment ils se disent, tu as vraiment le temps de faire ça si on a autant de défis devant nous, mais ils ne sont pas fermés. Donc, ils finissent par dire, j'ai confiance en ces gens-là, je reconnais, je salue la qualité de leur travail, donc je les verrai au gouvernement. Puis je suis assez ouvert pour voter pour eux, mais je ne suis pas sûr encore de la question d'indépendance. Mais je ne suis pas fermé, donc je vais les écouter. Donc, c'est ça notre mérite dans les dernières années, c'est d'avoir créé de l'écoute chez des gens qui auraient été dans la fermeture la plus complète il y a 10 ans, mais sans pour autant qu'on soit à un point où les gens sont dans la rue là, à demander l'indépendance demain matin. Puis là-dessus, c'est important que je dise ce que j'en pense, c'est que je ne suis pas indépendantiste parce que ça m'avantage dans les sondages puis que ça me facilite la vie dans la perspective de prendre le pouvoir. Là, c'est l'inverse. Mais j'en arrive à la conclusion sincère que les gouvernements qui ont dit que ce n'était pas un vrai sujet, l'indépendance, que Philippe Couillard disait s'occuper des vraies affaires, François Legault a tenu le même discours en disant ben ça, c'est une question qu'on verra dans 10-20 ans, mais là, on va s'occuper d'améliorer la santé et l'éducation.
ça a donné une détérioration de ces services-là avec le même financement. Pourquoi? Notamment parce que tu as une population vieillissante, tu as plusieurs défis, et pendant ce temps-là, le fédéral renvoie moins d'argent aux provinces pour les missions fondamentales et augmente le gaspillage. Il augmente le gaspillage en augmentant la taille de la fonction publique fédérale qui a à peu près doublé. Il augmente la dette fédérale qui a à peu près doublé. Le nombre de fonctionnaires provinciaux a augmenté beaucoup aussi. Mais ça ne correspond à aucun service. Mais pendant ce temps-là, l'État québécois et les autres provinces pensent la même chose. Ce n'est pas un discours québécois. C'est une situation d'asphyxie fiscale où est-ce que ta pression sur la santé est plus élevée, en cause du vieillissement de la population notamment, mais aussi en cause de l'état de santé de la population, à mon avis. Tu as de la pression partout sur des services fondamentaux, là, comme l'éducation, la santé, les services sociaux, mais tes transferts fédéraux sont plus au rendez-vous, puis il te manque la moitié de tes impôts pour rencontrer ces défis-là. Donc, moi, ce que je prétends, c'est que c'est absolument nécessaire si on veut améliorer le niveau de service. Et si on veut considérer, là, je sais que ça vous intéresse plus, si on veut considérer l'allègement fiscal, c'est absolument nécessaire de se débarrasser d'un gouvernement qui est absolument de trop, absolument inutile au sens de dédoublement de ce qu'on fait déjà et guerre de pouvoir avec les pouvoirs qu'on a, de sorte que tout est incohérent, tout est stallé et ça coûte une fortune. Donc, mais c'est pas parce que ça m'avantage. Tu sais, je ne porte pas cette cause-là parce que c'est un raccourci vers le pouvoir. Là. C'est l'inverse. Dans ce fameux chiffre-là de 25 de péquistes qui voteraient non à l'indépendance, est-ce que vous ne voyez pas aussi une forme de vote de protestation qui, pour un politicien, est quelque chose de relativement fragile? Vous êtes à peu près à 35 dans les sondages. Est-ce que, par exemple, bon, j'avoue que j'y crois pas beaucoup, là, mais est-ce que, par exemple, le Parti libéral du Québec renouvellerait son image avec un nouveau chef dynamique comme Denis Coderre ou Pablo Rodriguez? Yeah! Ça, c'est dynamique. Goût, hein? C'est dynamique et rafraîchissant. C'est ça. Mais mettons que ça arriverait, est-ce que vous voyez ce vote-là partir vers le Parti libéral du Québec, par exemple? Ben, tu sais, les sondages, il ne faut jamais s'asseoir dessus. Là. De la même manière que je ne me suis pas laissé décourager quand j'étais à 9 %, tout le monde disait que le PQ allait mourir. Si j'avais osé mentionner que dans moins de 2 ans, le PQ serait à plus de 30 %, j'aurais fait rire de moi comme j'ai souvent fait rire de moi quand je dis quelque chose qui finalement s'avère être vrai un peu plus tard. Mais je ne me suis jamais arrêté quand on méprisait le Parti québécois puis qu'on était bas dans les sondages. Mais j'ai la même approche à l'inverse. Là. Quand on me dit, Paul, vous êtes à 35 % puis tout va bien, je le prends, mais j'en laisse aussi en sachant en effet que le Parti libéral va probablement se refaire, mais je ne m'attends pas non plus à des miracles parce que ce qu'ils ont fait aux Québécois, puis l'opinion qu'ont les francophones de l'héritage, notamment de Jean Charest et de Philippe Couillard, là, c'est quand même profondément ancré. À juste titre, là, il y a de quoi être critique. Et lorsqu'ils vont gagner des voix, le premier endroit où ils vont aller en piger, à mon avis, c'est chez les caquistes fédéralistes, là, parce que tu as beaucoup plus de compatibilité qu'avec la plateforme du Parti québécois. Mais pour autant, ça se peut qu'il y ait une baisse, puis après, ça se peut qu'en campagne, on remonte, mais j'ai jamais, puis ça, il faut me le donner, jamais j'ai pris des positions où j'ai fait de la politique en fonction du sondage du jour. C'était vrai quand ça allait mal, mais c'est vrai quand ça va bien aussi. On garde la même position puis la même méthode de travail. De ce point de vue-là, on est fiable. Puis c'est ça qu'on offre. On offre de la constance puis de la fiabilité, en sachant qu'il y a un moment que nos sondages vont baisser. Puis là, vous allez voir, tout le monde va crier « Ah, c'est l'effondrement du Parti québécois ». Puis dans ce temps-là, il ne faut pas broncher puis continuer le travail, être constant. Puis je pense que les gens, ça, ils l'apprécient. Non, effectivement, les sondages peuvent varier. Nous, pendant un bon bout, on critiquait la CAQ puis ce que faisait le gouvernement Legault. Puis les commentaires qu'on avait en dessous, c'était qui aurait fait mieux, de quoi vous parlez, il est comme nous autres. Puis là, aujourd'hui, ben, ces mêmes gens-là reviennent et nous disent qu'il n'est pas bon à cause des Kings ou de je sais pas quoi. Fait que ça change. Ça change. Nous autres, on essaie d'avoir une certaine constance là-dessus, mais ça change. J'aimerais juste une chose sur le vote de protestation, par contre. Le vote de protestation vis-à-vis du travail de la CAQ pourrait aller à Québec solidaire, pourrait aller au Parti conservateur, au Parti libéral. Il y a quand même quelque chose qu'on a accompli, là, passer de 9, 10, 15 jusqu'à 35. Il y a des choses qu'on a bien fait qui fait qu'il y a du monde qui juge qu'on mérite
un certain niveau de confiance que d'autres ne méritent pas. Donc, quand même, ça aussi, c'est dans la balance. Non, absolument. Je voulais vous entendre sur quelque chose parce que c'est une discussion qu'on a eu quelques fois avec, parce que contrairement à ce que les gens pensent, là, on n'est pas une méchante plateforme de fédéralistes enragés qui tripent sur les Rocheuses et la reine d'Angleterre. C'est pas ça le point. En fait, dans notre entourage, il y a beaucoup de souverainistes. En fait, peut-être la moitié du monde qui collabore au podcast en son. Mais c'est une discussion qu'on a souvent et que je trouve n'est jamais adressée correctement ou souvent un peu balayé en évitant un peu l'argument de fond qui est derrière ça. C'est que moi, j'ai dit plusieurs fois que je ne suis pas fermé du tout à la cause de l'indépendance du Québec. Je voterais oui. Selon certains paramètres, c'est-à-dire que moi, je conçois, et c'est pas relié au peuple québécois, c'est pas relié à notre situation en particulier, mais je conçois qu'en 2025, avec tout ce qu'on voit un peu dans le monde, des tentatives un peu autoritaires qu'on voit dans certains régimes, des dérapes antidémocratiques, la création d'un nouvel État est quelque chose que je considère comme extrêmement sérieux. Et ce qui me préoccupe particulièrement, c'est dans un Québec souverain, qu'est-ce que seraient les contre-pouvoirs qui feraient en sorte que c'est pas juste un gouvernement qui fait un peu n'importe quoi. Tu sais, je pense, par exemple, on a aboli au Québec le Sénat. Visiblement, on aurait pu il n'y a plus le système de la monarchie avec le lieutenant-gouverneur, tout ça. Là, tu te dis, mais à quoi ressemblerait un Québec souverain? Moi, je pense que ça prend une constitution forte qui garantit des droits fondamentaux. Je pense que ça prend d'un certain nombre de contre-pouvoirs. Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que ça peut être le référendum d'initiative populaire? Est-ce que ça peut être le processus de... Tu sais, aux États-Unis, on a l'impeachment, on a le processus, les élections de mi-mandat. Tu sais, c'est toutes des choses que je pense qui méritent d'être réfléchies. Puis en général, quand j'adresse ce commentaire-là, on me répond un truc du genre « Les Québécois sont pas pires que les autres, on va être une démocratie, de quoi tu parles? » Et moi, je pense que c'est sérieux, là. Je pense que créer un pays, se doter d'un pays indépendant, c'est sérieux la question des contre-pouvoirs, là, parce que probablement que vous êtes bien intentionné, mais qu'est-ce qui nous dit que dans un Québec souverain, il n'y a pas quelqu'un de mal intentionné qui prend le pouvoir et qui peut faire n'importe quoi avec? Et l'idée, c'est de se prémunir. C'est de se prémunir de ça par un système complexe, élaboré, comme le sont les démocraties dans le monde. Et je peux d'ailleurs les mêmes critiques. Il n'y a pas de pays souverain qui a réussi à se prémunir de la mauvaise foi en politique. Il ne faut pas rêver en couleur. Elle existe déjà, la mauvaise foi en politique, au Québec et au Canada. Elle existe dans tous les pays souverains, comme les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, je ne les nommerai pas tous. Plusieurs choses là-dessus. Oui, c'est une question sérieuse, puis c'est une question vraiment intellectuelle de quels sont les formats, les mécanismes, les modèles de gouvernement qui sont les meilleurs par rapport à d'autres modèles qu'on voudrait éviter. On a quand même un héritage de modèle britannique qui vient avec certains avantages, notamment l'efficacité d'être au pouvoir puis de pouvoir faire ce que tu veux, mais qui vient avec moins de contre-pouvoirs. C'est ça. Si tu regardes le fonctionnement américain, c'est plus compliqué d'arriver à quelque chose. Par contre, ces contre-pouvoirs-là peuvent être utiles dans certaines circonstances. On est meilleur sur d'autres choses. Par contre, on a réussi à bloquer les influences externes par le financement que les Américains n'ont pas. Donc, des fois, on a le sentiment que les politiciens américains sont très redevables des donateurs de centaines de millions de dollars là, qui sont nécessaires à faire leur campagne. C'est des systèmes donc très différents. Donc, oui, c'est sérieux, il faut y réfléchir. La raison, par contre, pour laquelle moi, je veux que l'indépendance se fasse, c'est pas tant que je pense qu'on va éradiquer la mauvaise foi en politique une fois que l'indépendance va être faite. Je me fais pas quand même d'illusions là-dessus. La première raison, c'est que je pense qu'on va être plus riche, plus rayonnant, plus heureux si on rapatrie les impôts qu'on envoie à Ottawa et qu'on décide par nous-mêmes. Décider par nous-mêmes, ça veut dire que tu as l'entière liberté d'amener des réformes dans ce domaine-là comme dans d'autres domaines. Et le piège, à mon avis, pour l'indépendance du Québec, c'est de dire, voici l'indépendance comme moi je la conçois. Prenons un exemple là, que c'est sûr qu'il va diviser. Est-ce qu'on met la laïcité dans la Constitution du Québec? Ça ne devrait pas y être. Tu vas en avoir 65 qui vont dire que ça devrait y être, c'est fondamental, c'est parmi les principes directeurs de l'État québécois. Puis tu as 35-40 je ne l'ai pas sondé, là. Mais tu vas avoir une autre moitié qui va dire, non, moi je suis contre la laïcité de l'État, puis même si je suis pour, il y en a d'autres qui vont dire, même si je suis pour,
Ça ne devrait pas être un principe constitutionnel, ça devrait être une loi. Je comprends que vous parlez de sondage quand vous parlez de ça, mais je vous interromps parce que ça, c'est quelque chose que je trouve un peu irritant en termes de démocratie. On pense que la démocratie, c'est juste le droit d'aller voter, alors que la démocratie, c'est quelque chose de beaucoup plus large que ça. C'est l'ensemble des règles du jeu, notamment. Exact. Et la Constitution, fondamentalement, son utilité, c'est de protéger les minorités contre la majorité. Pas que. C'est principalement ça. La liberté individuelle est enchâssée dans la Constitution parce que justement, on pourrait, si tout allait à la majorité, on pourrait voter la peine de mort pour telle personne, puis on le ferait. Ça ne marche pas, des affaires comme ça. On doit protéger certaines minorités contre la dictature de la majorité, si on veut. C'est principalement de même qu'on construit une Constitution. Alors, si vous me dites, par exemple, il y a 65% des gens qui seraient d'accord que la laïcité soit dans la Constitution. Ce n'est pas une bonne raison pour le faire dans ma tête parce que justement, la Constitution est pour nous protéger de ces éléments démocratiques-là, de dire non, c'est pas parce que tout le monde veut quelque chose qu'on le fait. Ça dépend juste, avant de vous laisser commenter, ça dépend de ce qu'on entend par laïcité. La laïcité, c'est un principe qui stipule que l'État et la religion sont séparés. C'est autre chose que la loi sur les signes religieux dans les écoles et les vêtements dans l'espace public pour la fonction publique. C'est autre chose carrément. Très bon point. Mais notre discussion exemplifie le point que j'essayais de faire parce que j'ai pris la laïcité au hasard. Là. Je ne prétends pas que ça va être dans une constitution du Québec. C'est votre point. C'est ça, c'est de dire le piège principal pour l'indépendantisme, si notre point de départ, c'est qu'on est une démocratie qui va désormais décider pour elle-même au lieu de décider Ottawa, c'est-à-dire un Parlement où est-ce qu'on est représenté seulement par 20% des sièges, 80% des sièges étant le reste du Canada. L'idée qu'on va décider par nous-mêmes, elle n'est pas figée dans le temps. Puis le piège, c'est de dire, voici, le pays de PSPP a telle position sur l'imposition, telle position sur l'environnement, telle position sur la laïcité, a déjà une constitution précuite. J'ai consulté personne, mais ça va être ça la constitution. Tu peux juste perdre des gens sur l'essentiel. C'est super important de réaliser qu'un gouvernement qui réussit l'indépendance du Québec a probablement 1 ou 2 années pour mettre en œuvre les premières années du pays, là, donc notamment mettre en œuvre un plan de propulsion de l'économie, un plan de propulsion de nos relations internationales pour créer des nouvelles relations, un plan de transition à tous les niveaux. Mais l'élection générale va venir bien assez vite, là. Et là, tu as des points de vue légitimes, comme dans toute démocratie. Il y en a qui pensent que le Québec doit être à gauche, d'autres que le Québec doit être à droite. Ah, mais c'est pas le point. Quand on parle de contre-pouvoir, c'est pas de la gauche ou de la droite, c'est d'établir les règles du jeu. En fait, puis honnêtement, soyons honnêtes, demain matin, le Québec est souverain. Cette question-là est complètement évacuée une fois pour toutes, tant qu'à moi, elle l'était aussi, mais bon. Elle est évacuée une fois pour toutes. On va avoir des discussions plus sérieuses sur des enjeux vraiment importants. Ça j'embarque là-dedans. Par contre, l'idée, c'est pas de savoir est-ce qu'un Québec souverain se gouvernerait à gauche ou à droite. L'idée, c'est de dire il y a une partie de hockey qui se joue. Il va y avoir l'équipe de gauche, il va y avoir l'équipe de droite. Mais là, on parle des règles du jeu. Ça va être quoi? Est-ce que ça va être une partie de hockey? Est-ce que ça va être une partie de basketball? Est-ce que ça va être une république? Est-ce que ça va être une constitution britannique? Je comprends. On fait un livre bleu là-dessus. Donc, on fait une définition des paramètres, des règles du jeu, comme tu dis, dans le livre bleu. Mais on s'abstient quand même de décider pour le Québec pour les 50 prochaines années. Ça, c'est pas publié, le livre bleu, là, juste pour comprendre. Il s'en vient. On est là-dessus. Obligé de revenir, on n'aurait pas le choix. Ça va me faire plaisir. Mais tout ça pour dire que moi, je vais faire campagne juste sur l'essentiel que, en ce moment, la Constitution canadienne, elle est désuète, puis les décisions du Canada ne reflètent pas nos intérêts. Puis tout ce que je veux comme déplacement, c'est le déplacement du pouvoir entre les mains des Québécois, puis le déplacement des sommes, c'est-à-dire des impôts envoyés à Ottawa, plus de 80 milliards, entre les mains des Québécois, parce que je prétends qu'on va faire... Peut-être dans mes poches un peu plus? Oui, ça peut, mais tant que je ne l'aurai pas calculé de manière rigoureuse, je ne m'engagerai pas à des choses que je n'ai pas calculées. En ce moment, tout ce qu'on a réussi à faire, c'est un modèle théorique qui s'appelle le budget de l'an 1, mais il est théorique. Il viendra un jour où on va calculer qu'est-ce que réellement on va couper comme programmes fédéraux. Mais je suis le premier chef de l'histoire du Parti québécois à dire qu'on ne peut pas reprendre tous les employés de la fonction publique fédérale. Donc, il y a des opportunités de
fortifier les services et c'est la seule manière, en fait, réaliste à la lumière du déficit monstre là, qu'on a au Québec. Là, on vient de faire le pire déficit de notre histoire. C'est la seule chance qu'on a également de considérer un allègement du fardeau fiscal. C'est de complètement mettre fin au gaspillage du gouvernement de trop. Moi, je suis un social-démocrate, je tiens au service à la population, peu importe qui. Il y a des choses pour moi qui sont non négociables. Un enfant a droit à avoir les mêmes chances dans la vie, peu importe il est né où puis dans quelle famille. C'est important pour moi, mais je vais vous revenir là-dessus, mais on étudie aussi très sérieusement la possibilité qu'il y ait plus de gaspillage que ce qu'on a calculé, qu'on puisse faire aussi des décisions courageuses en termes d'allègement de bureaucratie puis de contrôle administratif. J'ai déjà sorti là-dessus à l'échelle du Québec, là, c'est-à-dire qu'il y a trop de protection du gouvernement qui se traduit par des contrôles administratifs. Puis c'est les travailleurs qui nous le disent. Là. Les travailleurs disent « je ne peux plus faire ma job parce que je remplis trop de paperasse ». Ouais. Donc, cet allègement-là, oui, peut amener un allègement fiscal si on rapatrie plus de 80 milliards, mais je ne prendrai jamais d'engagement que je n'aurais pas calculé. Tu sais, je ne peux pas prendre ça sur le coin d'une table, puis en ce moment, je n'ai pas les moyens de l'État, je n'ai pas des moyens limités. Je sais par contre que le gaspillage, il est très, très important sur la base des modèles théoriques qu'on a utilisés. Parce que la question que je posais, la raison pour laquelle elle me préoccupe, c'est que je vois à quel point c'est difficile de changer un système lorsqu'il est implanté. Tu sais, au Canada, par exemple, ça fait, puis même au Québec, on a eu ce débat-là, ça fait 40 ans qu'on parle de la réforme du mode de scrutin. C'était dans le programme du Reform Party en 1987. Non, mais juste le changement de la Constitution, le ACME, tout ça, là, exact. Donc, mon point, elle est irréformable. Mais c'est peut-être une bonne chose, d'une certaine façon. Mais mon point à moi par rapport à ça, c'est que créer un nouvel État, c'est une occasion de créer des nouvelles règles et une nouvelle base qui, après, vont être visiblement très difficiles à changer si elles ne sont pas bonnes. Et c'est pour ça que, tu sais, on peut tourner en ridicule les gens qui disaient « ouais, 51e État », tout ça, mais je pense que ça a l'intérêt de nous faire réfléchir à notre système, comment il fonctionne. Moi, par exemple, ce que je trouve très intéressant dans le système américain, pas que je veux qu'on devienne un État américain, mais ce que je trouve intéressant dans leur système, c'est l'idée, par exemple, des élections de mi-mandat. Moi, je trouve ça formidable, les élections de mi-mandat, parce que tu peux... Imaginez si on avait eu ça au Québec, vous élisez, je comprends, là, le système ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de président, tout ça, mais on fait juste l'exercice mental. Vous élisez de manière très majoritaire un gouvernement, mais en cours de route, vous vous rendez compte que, ouais, finalement... c'était plus grosse annonce, petit magasin, des choses qu'on ne savait pas. On trouve que ça n'a pas d'allure ce qui est en train d'être fait. Bien, dans les élections de mi-mandat, la population peut envoyer un message et contraindre ce gouvernement-là à suivre, à changer de direction. Ou en tout cas, tu as un message clair qui est envoyé de dire « mais si tu ne corriges pas la situation, mon grand, à l'élection générale, tu débarques. » là. Et je pense que le fait qu'on n'ait pas, par exemple, de choses comme ça, d'élections de mi-mandat, je pourrais nommer n'importe quel autre exemple, ça crée beaucoup d'arrogance chez les dirigeants qui, bon, j'ai été élu majoritaire, les gens ne sont pas contents, ils me débarqueront, mais entre-temps, je fais ce que je veux puis je ne me préoccupe pas de ce que les gens veulent. Je trouve qu'il y a un problème avec ça. Oui, mais en même temps, aux États-Unis, ils sont en campagne perpétuelle. Ils sont toujours en campagne. Effectivement. Je ne comprends pas comment ils s'occupent de leur dossier. Il y a des choses qui fonctionnent dans le système actuel, c'est-à-dire que mon comté dans l'est de Montréal, il n'est pas trop gros. J'ai le temps de suivre la POC des yeux, là, si vous me passez l'expression, dans tous les dossiers. Mais c'est entre autres parce que je ne suis pas en campagne tout le temps. Puis malheureusement, quand j'ai une partielle, comme là, il y en a une à Terrebonne qui s'en vient, ça nuit à mes autres... Mais la commission Bélanger-Campeau, c'était ça à l'origine. Hein? C'était l'idée d'étudier la position du Québec dans le Canada, puis les avenues qui sont devant nous, qui serait une amélioration ou peut-être pas une amélioration. Donc, oui, c'est sérieux, puis ces avenues-là doivent être étudiées. Puis, c'est certain qu'un gouvernement du Parti québécois va reprendre un peu cette tradition-là d'avoir des études qui sont transparentes, puis en amenant tout le monde qui a quelque chose à apporter ou une proposition à faire. Puis, c'est un style de gouvernance qui cadre avec les traditions là, depuis René Lévesque, mais qui est tellement différent de la CAQ, parce que la CAQ, elle, ce qu'elle fait devant des questions comme celle-là, qui méritent d'être étudiées, c'est à produire de l'opacité, pas moyen de savoir ce qui se passe. Puis ensuite, elle impose son point de vue, mais on ne sait pas qui l'a débattu. On le voit en ce moment là, pour la position du Québec vis-à-vis des États-Unis. J'essaie d'obtenir soit de la collaboration, soit un peu de transparence, puis un peu comme pour bien des sujets.
il n'y a pas moyen de savoir ce qui se passe derrière les rideaux. Donc, nous autres, on va revenir à un style de gouvernance où les commissions parlementaires, les commissions d'études, où on prend le temps de bien faire les choses, puis on entend tout le monde avant de prendre une décision, vont être plus monnaie courante, là, comme ce fut le cas à une certaine époque. Ça va être la dernière question, vu le temps, évidemment. C'est quand même 1h30 déjà que c'est en cours. Donc, on va rester sur le même sujet, juste pour compléter. Dans le fond, c'est le problème qu'on soulève beaucoup au niveau de la culture indépendantiste, c'est cette absence-là dans le discours sur les contre-pouvoirs. Comme on le répète un peu, l'Assemblée législative qui a été abolie. Tu sais, je veux dire, quand on voit des lois... C'est surtout au niveau des lois très secondaires, ceux qui ne vont pas dans les bulletins de nouvelles. Exemple, la loi 22. Moi, je pense qu'on a eu une attaque au droit de propriété qui a été phénoménale avec la loi 22, où est-ce qu'on... L'expropriation, on a carrément... On dit on va vous payer la juste valeur marchande, grosso modo, alors que la personne n'avait pas l'intention de vendre sa propriété. Moi, je trouve que c'est un scandale, cette affaire-là. Puis ça a passé complètement sous silence. On avait même Monsef Dérégis en entrevue, puis il ne l'avait pas vu passer de leur côté, alors que c'est un enjeu qui est important pour le Parti libéral du Québec. Donc, la possibilité d'avoir une assemblée législative qui aurait pu soulever les problèmes de ce côté-là, ça aurait été une idée. On a au niveau des médias... Moi, je pense, en fait, la plus grande détérioration de démocratie qu'on vit depuis plusieurs années, c'est le fait que le financement des médias maintenant est presque entièrement gouvernemental. Moi, j'ai un grand problème avec ça parce qu'on l'a vu au niveau pandémique, quand certaines stations de radio n'avaient pas le bon discours, on leur a retiré des budgets de publicité. Donc, on a utilisé cette monétisation-là gouvernementale pour influencer le débat public au niveau de la CAQ. Si la CAQ l'a fait, d'autres partis vont le faire dans le futur. Moi, je trouve que notre quatrième pouvoir est vraiment trop subventionné, puis ça donne trop de contrôle aux politiciens. Il ne faut pas confondre les publicités avec les subventions, par exemple, les crédits d'impôt sur les journalistes. Là. Ça revient au même. Ici, on n'est pas subventionné. Là. Nos compétiteurs sont tous subventionnés. Moi, ça me fait le cul en deux, là, je vais vous dire, franchement. Puis je finirai avec, des fois, on entend beaucoup de chroniqueurs indépendantistes nous parler que comment que le gouvernement des juges, c'est pas une bonne chose. C'est tous des aspects, je trouve, qu'au niveau de la culture indépendantiste, le concept de contre-pouvoir est moins bien perçu. Est-ce que vous êtes d'accord que des juges nommés par le fédéral aient plus autant de pouvoir que des politiciens élus? Parce que moi, je suis d'accord que les juges aient du pouvoir parce que c'est un contre-pouvoir dans une démocratie qui est vachement important. Parce qu'il ne faut pas que le politicien ait tous les pouvoirs. Il faut qu'il y ait une répartition des pouvoirs. Évidemment, sauf que pour le pouvoir judiciaire, ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est vraiment un pouvoir judiciaire qui s'étend au point de rendre impossible le pouvoir, en tout cas, de rendre très difficile le pouvoir démocratique. D'appliquer des lois liberticides au Québec. Tu sais, moi, la loi 96, la loi 21, que les juges interviennent à ce moment-là, ça fait mon affaire. C'est des lois qui sont liberticides pour l'individu. Ben, ça dépend comment on interprète le droit à la religion. Puis quand des juges décident que le droit à la religion est un droit qui va bien au-delà du droit d'aller paisiblement dans un temple prier le dimanche, mais que ça devient un droit à porter des vêtements dans toutes sortes de circonstances, ça devient un droit à s'exprimer au nom de la religion, même quand que le propos est haineux puis serait autrement un acte criminel. Si c'est pour la religion, on dit qu'il n'y a pas de problème. C'est beaucoup de pouvoir entre les mains des juges qui sont fortement, en tout cas, sont quand même teintés par l'idéologie dominante de la Confédération canadienne, je dis Confédération de guillemets, là, mais sont très, très alignés à la pensée trudeauiste sur ces questions-là. Puis mais souvent, le juge de la Cour suprême québécois, éventuellement, si on était un pays, il serait très teinté par le gouvernement du Québec. Pas nécessairement. Aussi, justement, quand on disait c'est sérieux. D'où l'idée de penser justement à ces contre-pouvoirs-là. Ouais. On est d'accord. Parce que justement, là, tu en as une belle occasion de dire il y a des choses qui ne marchent pas. Y a-t-il des modèles qui sont meilleurs dans une république québécoise? Parce qu'on ne veut plus retourner là-dedans. Puis comment on équilibre? Parce que évidemment, là, je suis avocat, je ne suis pas contre les contre-pouvoirs judiciaires et médiatiques. Je suis un peu en désaccord de dire que le fait qu'il y ait un soutien financier aux médias permette aux politiciens d'intervenir dans le travail des journalistes. En tout cas, moi, ce n'est pas mon quotidien. Là. Non, ça fait l'idée de François Legault, je peux vous le dire. Encore là, je suis d'accord qu'en temps de pandémie, il y a eu un phénomène de groupthink. Le phénomène je m'excuse, c'est vraiment une théorie... Pensée collective. Pensée collective, je m'excuse, je ne connaissais pas, mais il y a eu un phénomène de pensée collective où il y avait un leader qui était en train de communiquer à tous les jours et qui désapprouvait tout désaccord. Puis je vous donne l'exemple de moi, là.
c'est pas juste quand j'ai demandé des commissions d'enquête, quand j'ai demandé à ce qu'on libère le sport chez les jeunes parce que la santé mentale des jeunes se dégradait à vitesse grand V, François Legault est sorti pour dire que j'étais contre la science puis que j'étais dans le complot. Cette culture-là, elle a été instaurée par François Legault et la culture du point de presse. Puis il y a eu en effet un moment où tout le monde pensait la même chose, puis que même un journaliste qui osait poser une question un peu à l'écart se faisait rabrouer. C'était le cas de Patrice Bergeron. Je ne me souviens pas de la question exactement, là, mais il avait osé poser une question qui était, somme toute, banale, mais qui n'était pas dans le narratif. Mais ça, je ne pense pas que ça a rapport aux subventions. Ça a rapport à la peur et le sentiment de tout être ensemble unis, mais qui était cultivé par la CAQ à des fins d'instrumentalisation politique, c'est-à-dire qu'ils voulaient bâtir leur assise politique à travers ce sentiment d'être toujours tous unis sur tout. Et moi, j'y ai goûté. Là. Si vous regardez mes points de presse de l'époque, oui, c'était très difficile de jouer le rôle d'opposition. J'ai même fait une longue publication sur ce qui est arrivé en pandémie pour la postérité. On pourra la retrouver là, pour vos auditeurs. Mais de dire que c'est parce que l'État soutient le travail des médias, puis de penser également qu'un média entièrement privé va être exempt d'agenda politique, c'est vraiment... Ah non, ça, je pense pas ça. S'il y a un média qui est prêt... mais regardez Yann et Frank. Regardez le podcast de Yann et Frank. C'est un podcast entièrement non subventionné, mais c'est très transparent. Ici, on vote conservateur au fédéral, on vote conservateur au provincial. C'est quand même bien que vous soyez venus dans ce contexte-là. Mais je veux dire, tout le monde connaît nos positions. Puis je pense que c'est cette impression-là d'objectivité, ça n'existe pas. Là. Les êtres humains ne sont pas objectifs. Ça n'arrivera jamais. Sauf que le degré d'une nation à l'autre de fiabilité des médias n'est pas le même. Il y a des médias, il y a des pays dans le cadre duquel c'est organisé de sorte qu'il y a une volonté, puis quand même un certain encadrement, auto-encadrement, pour que ce soit le plus objectif puis le plus factuel possible. Dans d'autres pays, c'est carrément de la partisanerie au point où tu ne peux pas te fier. Puis de ce point de vue-là, il y a une dégradation. En tout cas, aux États-Unis, on a constaté sur 30 ans une dégradation de l'objectivité puis de la fiabilité de l'information. Pensez-vous qu'il y en a une objectivité au Québec présentement? Bien, c'est une question de degré. Comme tu dis, ça ne sera jamais parfaitement objectif. Mais c'est toujours une question de... C'est jamais garanti, là. Moi, je pense qu'il faut surveiller la dégradation de l'objectivité factuelle de l'information, parce que si tu n'as pas ça, tu n'as pas de démocratie, tu as juste des gens qui font de la propagande. Puis ça mène à un désordre civil. C'est pas le bon chemin, là. Je ne dis pas qu'il y a un moment où les médias seront toujours parfaitement objectifs, mais on a quand même un journalisme. Là, puis moi, je suis le premier à intervenir quand il y a des faussetés, mais je ne peux pas dire que le journalisme québécois n'est pas fiable. Surtout si on se compare aux États-Unis et à l'Europe. Les papiers qui sont écrits par des journalistes, je ne vous parle pas des chroniqueurs puis des éditorialistes, mais les papiers qui sont rédigés par des journalistes, j'interviens de temps à autre, mais la grande majorité des fois, ce sont des papiers faits avec un niveau de professionnalisme et de rigueur très, très élevé par rapport à ce qui se fait ailleurs. Puis moi, je pense que de ce point de vue-là, il ne faut pas non plus être trop négatif. On fait mieux qu'ailleurs dans le monde dans ce domaine-là. Ça n'empêche pas que de temps à autre, notamment là, l'influence communautariste, appelez ça gauche radicale woke, mais il y a quand même eu des médias qui ont changé du tout au tout en quelques années sur ces questions-là. Ça peut amener des enjeux comme des journalistes qui demandent à la Fédération des journalistes du Québec de militer comme journaliste, alors que le rôle d'un journaliste, c'est pas de militer. Non, mais heureusement, la FPJQ leur a répondu non. Donc, ça veut dire que nos institutions fonctionnent. Mais même moi, là, qui est assez interventionniste sur les faits, je suis obligé de dire qu'en ce qui a trait au journalisme au Québec, on a plus d'objectivité et de rigueur que pas mal partout dans le monde. Puis il y a des raisons à ça. Donc, moi, j'essaie de pousser dans ce sens-là et non pas dans le sens d'une dégradation de la confiance puis de l'objectivité dans ce domaine-là. Puis ça n'empêche pas pour autant qu'il y ait un esprit critique puis des voix alternatives qui s'expriment à travers des podcasts, par exemple. En terminant, comment vous trouvez ça? Là? Presque 1h40, on n'a pas parlé du troisième lien, du tramway. J'ai pas essayé de prendre une déclaration que vous avez faite hors contexte pour vous demander de dire ce que... Puis dans quel cas, moi, j'ai du temps. Premièrement, j'aime ça. C'est un environnement où je suis beaucoup plus à l'aise que les entrevues sur 5 minutes. Parce qu'on a le temps d'aller dans l'argument, le contre-argument. Puis
si moi, en tout cas, j'ai du fun, puis vous avez du fun, probablement qu'il y a des auditeurs aussi qui se disent, bon, ben là, c'est pas une perte de mon temps, on a le temps d'aller au fond de cette question-là, puis je voulais qu'on pose cette question-là. Moi, j'adore ce genre d'exercice-là, puis le fait qu'il y ait un désaccord sur un point ou un autre enlève absolument pas la valeur à l'exercice tant que, justement, on vérifie les faits puis on s'échange les faits qu'on a. Fait que si vous voulez me réinviter, moi, je vais être de retour puis ça va me faire plaisir. Puis j'ai la même probablement posture, que le livre bleu serait intéressant. Là. Si vous en avez une copie à nous envoyer, vous le faites. Moi, j'avais 8 pages de notes et de questions. On a peut-être parlé de une, mais c'est pas grave. C'est la beauté des podcasts. Livre bleu, puis j'aimerais ça aussi que je puisse parler de la plateforme du Parti québécois puis la comparer à la plateforme que vous soutenez, c'est-à-dire celle du Parti conservateur du Québec. Parce que je trouve que des fois, le Parti conservateur a des passes gratuites. La gratuité du transport à Québec sur la langue puis la laïcité, leur position, le Parti libéral du Québec ne ferait pas pire. Cet entêtement à vouloir réduire la taille de l'État, mais quand c'est l'État canadien, par contre, il ne faudrait pas éliminer ce gouvernement de trop-là. Ça, c'est bien correct s'il y a du gaspillage au fédéral. On ne touche pas à ça. C'est pas sur notre tribune, certain que vous avez entendu ça. Non, je parle du PCQ. Je pense qu'on a fait 120 podcasts pour parler de Trudeau. Je parle des positions du PCQ qui sont des fois aussi très, très identiques à celles de la CAQ, malgré le discours d'Éric Duhaime. Moi, j'aimerais ça avoir aussi une tribune où est-ce que, pour vos électeurs du Parti conservateur du Québec, j'ai ma chance de dire, voici ce que nous, on propose, puis voici comment ça se compare aux conservateurs. Je fais la même chose par rapport à Québec solidaire, du côté gauche. J'ai des tribunes où est-ce que je dis, si vous êtes d'accord avec Québec solidaire là-dessus, je ne peux rien faire, mais la position de Québec solidaire, de mon point de vue, n'est pas la bonne. Donc, à gauche comme à droite, d'avoir des tribunes où je peux faire valoir pourquoi nous, on pense certaines choses puis qu'on est en désaccord avec d'autres partis. Si vous me dites que d'emblée, vous êtes pour le Parti conservateur du Québec, moi, un jour, j'ai des choses à dire sur le pont de l'île d'Orléans, le 3e lien, comme vous venez de dire. J'ai des choses à dire. Fait qu'on pourra refaire l'exercice plus proche de l'élection, peut-être, de sorte que ce soit précis comme comparaison. C'était une question de transparence pour laquelle on dit ça, mais pour ce qui est des auditeurs eux-mêmes, je ne peux pas présumer de ce qu'eux pensent. Je sais qu'il y en a qui votent. On a même des gens qui militent au Parti libéral qui nous écoutent. Il y en a des péquistes, il y a des... Mais ça, c'est bon signe. C'est bon signe parce que quand les gens qui ne sont pas tous alignés écoutent une plateforme, c'est qu'ils jugent qu'il y a une valeur ajoutée dans leur compréhension de l'enjeu, même si la conclusion ne sera pas la même pour eux que pour vous. Oui, ils jugent que les gens disent, on se fait souvent dire, vous êtes la droite de Québec ou je ne sais pas trop, mais 40 de nos auditeurs viennent de Montréal. Je veux dire, je pense que c'est... en fait, je pense que vous êtes en train de vous êtes adressé aujourd'hui probablement à des gens de... Peut-être pas beaucoup de gens de QS qui écoutent, mais il y a des gens de toutes les... Je pense qu'il y a des gens de toutes les tribunes. Là. Mais il y a d'autres tribunes pour parler à des gens qui pourraient hésiter entre le Parti québécois et QS, mais c'est pas tant le vote que les orientations puis les politiques publiques, parce que ce qu'on a fait, c'est un exercice sur les politique publique. Fait que vous me réinviterez parce qu'il y a certains sujets qu'on n'a pas pu toucher. Ça va me faire plaisir de refaire l'exercice. Parfait. Merci beaucoup, Paul Saint-Pierre Plamondon, d'avoir été là, chef du Parti québécois. Peut-être votre prochain premier ministre, qui sait si la tendance se maintient, comme on dit dans les médias. Merci d'avoir été là et on remet ça. À suivre, à une prochaine.